the Charts. On se retrouve pour un petit live, podcast numéro 3 de notre émission hebdomadaire, j'ai envie de dire, et qui va devenir peut-être double. Peut-être on pense à en mettre 2 par semaine. On verra si les gens apprécient, etc. Mais en tout cas, on se retrouve une fois toutes les semaines pour parler football. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler bien sûr de la CAN. On va tout de suite aller un peu pêle-mêle sur les informations. Ouais, on va pas tout spoiler dès le début de la vidéo, mais on va parler plus de foot aujourd'hui. On va parler en ce premier jour de l'année 2026. On va parler de la CAN, de la suite de cette compétition qui va nous animer jusqu'au 18 janvier 2026. On va parler donc du tableau. On va parler de la troisième journée aussi qui a eu lieu. Et ensuite, on parlera un peu mercato hivernal et Coupe du Monde 2026. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Astro, hein, qui est aussi amateur de football, Oui, oui, Madridistas à bien. ses heures perdues. Allons-y. Alors Real Madrid. on va tout de suite parler de cette jolie CAN. Donc nous avons eu les conclusions de cette troisième journée avec des matchs plus ou moins intéressants, on va pas se mentir. Une compétition donc qui termine ses phases de tableau, hein, ses phases un peu éliminatoires. Donc nous avons les qualifiés avec bien sûr tous les deux premiers de groupe et certains troisièmes, hein, les meilleurs troisièmes. Compétition qui a eu de nombreux mouvements et de nombreux retentissements, rebondissements, j'ai envie de dire, avec par moments des arbitrages un peu compliqués et aussi des pénaltys et aussi des petites polémiques comme ça par-ci par-là, mais ça reste une bonne compétition, compétition de fin d'année où les joueurs ont dû être libérés des clubs, des joueurs dont je le répète qu'ils ont été pour certains à plus de 60 matchs la saison dernière et qui continuent à ce rythme-là. Euh, Pas encore énormément de blessures, même si on voit que beaucoup d'organismes sont fatigués et que les managers essayent de gérer la chose au mieux en faisant tourner. On a vu principalement les grosses équipes se qualifier mettre leur équipe B, j'ai envie de dire, sur cette troisième journée, hein, comme l'Algérie notamment, qu'ils ont mis un peu leur banc. La Côte d'Ivoire, ça a moins bien marché. On va en parler un peu de tout ça, un peu pêle-mêle. On va parler un peu donc avant de parler des 16e de finale. Donc, on a commencé avec un Zimbabwe Afrique du Sud et un Angola Égypte, hein, dans le même groupe. L'Égypte était déjà dès lors, comment dire, déjà qualifiée dès cette deuxième journée en fait. Donc il n'avait plus d'enjeu, hein, il n'y avait que l'Angola qui avait encore un peu d'enjeu. Et cette Afrique du Sud qui devait impérativement aller chercher un résultat pour aller se qualifier face au Zimbabwe. Alors, on l'avait un peu prédit dans les podcasts précédents. On avait dit que l'Afrique du Sud et l'Égypte allaient largement se qualifier. Et c'est ce qui s'est passé, hein, notamment. La logique a été respectée dans l'ensemble des groupes, hein, c'est ce qu'on peut se dire. Mais un Zimbabwe qui a été intéressant, que je voyais pas aussi haut, que je voyais même pas remporter un point. Et ils ont mis en difficulté quand même cette équipe d'Afrique du Sud, en revenant quand même par 2 fois au score, avant que ça soit scellé sur un penalty, transformé par Apolis, hein. Dans l'ensemble, un Zimbabwe très réaliste, car 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc je tenais juste à féliciter le Zimbabwe, hein, qui était largement le petit poussé de ce groupe. Euh, En tout cas, dans l'ensemble, les forces de ce groupe B ont été largement respectées. Ça a ouvert notre troisième journée de CAN. On a vu l'Égypte, un petit Égypte. Moi, honnêtement, je n'ai pas aimé la compétition et les phases de poule de l'Égypte et j'espère qu'ils se réveilleront pour faire le meilleur football possible pour la suite de la compétition parce que 7 points, on le rappelle, une victoire pour commencer. Une victoire qui a été très légère contre le Zimbabwe. Un match contre l'Afrique du Sud qui a fait polémique, une histoire de penalty, etc. Ça a été très, très, très rocambolesque, hein, un arbitrage très, très mauvais, même médiocre sur ce match-là. Et puis là, un match nul contre l'Angola qui était à 1 point, qui pouvait éventuellement revenir à 4, mais c'était très dur d'y croire. Ils pouvaient se battre pour la troisième place, mais c'était très dur d'y croire. Donc la logique est respectée. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Astro. Non, logique respectée, à part que je suis déçu de l'Égypte. Ouais. Pas Très foufou. déçu, hein. À part Mohamed Salah, pourtant avec une attaque comme ils ont, Même avec Mohamed Mohamed Salah. Salah, Marmouche et Trezeguet, c'est un peu léger, je trouve. Parlons tout de suite du groupe A. Euh,
En tout cas, j'espère que Salah fera une bonne suite de compétition parce que ça reste un grand joueur. Et même s'il a plus rien à prouver en termes de football, si on va dire sur le continent africain, j'espère pour la compétition et pour l'appréciation des prochains matchs qu'il sera relevé le niveau et que l'Égypte sera plus intéressant. Et qu'il n'y ait pas de problème d'arbitrage ou quoi que ce soit. En tout cas, sinon ça serait un peu bizarre, j'ai envie de dire, sur la suite de la compétition. Alors parlons du groupe A, groupe hôte, euh, avec le Maroc, hein, bien sûr, qui accueille cette CAN 2025. Un Maroc qui affrontait pour clôturer et se qualifier, hein, parce qu'on le répète, il n'était pas encore qualifié après le match nul face au Mali lors de la deuxième journée. Donc le Maroc qui a affronté la Zambie, j'ai envie de dire, on le voit dans les stats. Et pour ceux qui ont regardé le match, hein, j'ai regardé ce match-là aussi, notamment avec une attention particulière. Un 3-0, hein, j'ai envie de vous dire, avec un Ayoub El Kabi qui a été homme du match avec un doublé. Lui et Brahim Diaz, hein, Brahim Diaz qui a aussi marqué. J'ai envie de dire, les deux hommes forts de ce début de compétition, en tout cas, de cette phase de poule. C'est littéralement grâce à eux que le Maroc se qualifie, hein, avec notamment Ayoub El Kabi qui a encore remis une très très belle retournée. Il y a eu un petit doute de hors-jeu, etc. Mais finalement, la VAR a validé ce but. Deuxième ciseau en 3 matchs. Un Brahim Diaz toujours aussi percutant, aussi toujours intéressant. Très très fort en sélection nationale. La moindre réussite en club avec le Real Madrid, hein. Et notamment ici, on peut voir 18 tirs, 8 cadrés, 57% de possession. Les fautes ont été un peu moindres. On a vu une Zambie qui s'est fait dominer. Moi, je les ai trouvés attentistes. J'ai trouvé qu'ils ont laissé le Maroc jouer au football. Et bah, la logique est respectée. Et encore une fois, dans ce groupe-là, la logique est là encore une fois respectée. Maroc, 7 points, qualifié. Mali, deuxième, 3 points, qualifié. Le Mali qui se qualifie à 3 points avec 3 matchs nuls, aucune victoire. Qu'est-ce que ça va donner pour la suite de cette On peut compétition? parler Pourtant, du eux, retour de Hakimi aussi. retour d'Hakimi, oui, effectivement, sur ce match qui est rentré vers la 65e minute, si je ne me trompe pas. Il a fait 25 minutes très intéressantes. D'ailleurs, notamment, le sélectionneur marocain Walid Redragui, si j'égorge pas son nom, a eu un très très bon commentaire sur le Paris Saint-Germain avant le début du match, en remerciant le Paris Saint-Germain et son staff médical et technique d'avoir libéré Achraf Hakimi 15 jours à l'avance pour lui pouvoir se déplacer, préparer la compétition, avoir une certaine rééducation là-bas, éviter la fatigue des déplacements un peu tardifs, etc. Et puis commencer à se préparer avec le staff médical marocain. Donc on peut féliciter le staff médical marocain et le staff médical du Paris Saint-Germain qui ont été en étroite collaboration, euh, simplement pour avoir le retour le plus rapide possible de Achraf Hakimi. D'ailleurs, retour qui était prévu entre 6 et 8 semaines, après sa blessure, on le rappelle, lors du match Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain qui s'était terminé sur une victoire du Bayern Munich. Et ce tacle un peu bête, ridicule et assassin, j'ai envie de dire, de Luis Diaz sur Achraf Hakimi. C'était une blessure qui était prévue entre 6 et 8 semaines, et au final, 7 semaines après, le voilà de retour qui a pu jouer 25 minutes et qui a d'ailleurs très, très intéressant, très percutant. On a vu qu'il n'avait pas perdu de qualité de vitesse et surtout il a failli être auteur d'un but, hein, donc Deux une buts. fin de match, ouais, même 2 buts, mais déjà s'il en aurait mis un, ça aurait été déjà une très belle performance et un très beau retour. Mais déjà, son retour, il fait du bien au Maroc et j'espère voir le Maroc aller le plus loin possible pour pouvoir voir Achraf Hakimi reprendre en intensité, reprendre en niveau, reprendre en rythme et j'espère être un des hommes forts avec bien sûr Ayoub El Kabi et Brahim Diaz qui j'espère continueront une compétition comme ils l'ont commencé, tout simplement. Pour parler un peu du Mali, donc 3 nuls. Un Mali que je pensais plus fort que ça, qui se qualifie sans aucune victoire. Quand on voit certains groupes et on voit certaines équipes qui ont été plus intéressantes et qui sont malheureusement qui sont malheureusement éliminées, ça laisse perplexe, mais ils ont leur deuxième place de groupe, hein, avec les Comores et la Zambie qui ont été à 2 points derrière. Beaucoup de matchs nuls dans ce groupe-là. J'aurais pas vu ça comme ça. Je voyais le Maroc et le Mali vraiment dominateurs dans ce groupe-là. Félicitations quand même à toutes ces équipes pour le beau visage qu'ils ont pu montrer, hein, avec leurs qualités et leurs défauts. Et bah, encore une fois, on l'avait dit, hein, Maroc-Mali devaient être les deux qualifiés et au final, la logique est encore une fois respectée dans ce groupe. Un dernier commentaire sur ce groupe-là avant de passer à la suite? Est-ce que tu as envie de parler un peu du Maroc, hein, Euh, c'est que ce Maroc, pays je te m'y tient à cœur. attendais.
Ouais, je m'y attendais. Et le Mali, je suis un peu déçu, en vrai, quand même. Bah, avec le potentiel et la qualité et vu comment on nous les vendait, effectivement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans le sens où quand même des joueurs qui sont intéressants, qui sont connus en Europe, qui sont dans des grands championnats, et au final, trois matchs nuls comme ça, un 0-0 face aux Comores, on a vu le 1-1 face au Maroc, on a vu une ouverture de CAN où ils ont pu affronter la Zambie, et là ça a été peut-être pour moi le match le plus décevant en termes de résultats, parce qu'ils auraient dû largement l'emporter sur la Zambie. Donc deux buts marqués, deux buts encaissés, et bien sûr après ils ont fini à 10 contre les Comores, mais c'est même à 10 qu'ils auraient dû remporter ce match. Ah là là. Passons à la suite. Parlons du groupe C, notamment donc avec le Nigeria, l'Ouganda, la Tunisie et la Tanzanie. Donc là, euh, premier groupe où on voit trois qualifiés, hein, trois qualifiés, Nigeria, Tunisie et Tanzanie. Un Nigeria très très fort, très intéressant, un des favoris de cette compétition. Trois matchs, trois victoires, tout simplement efficace, j'ai envie de vous dire. Et en ayant vu le match contre l'Ouganda, en ayant vu le match contre la Tunisie, je peux dire qu'ils ont été très impressionnants. Un match un peu serré face à la Tunisie, 3-2 avec un bon retour et un bon esprit de la Tunisie en deuxième mi-temps. Mais une victoire largement méritée dans l'ensemble. Une grosse domination contre la Tunisie. Et encore une fois, face à l'Ouganda, trois buts encore une fois. Donc on voit des forces offensives au Nigeria. Euh, Victoire largement méritée, 12 tirs, 6 cadrés, 3 buts, 71% de possession. Euh, Hyper intéressant encore une fois cette équipe. L'Ouganda a eu un seul tir cadré, un seul but, donc on peut dire efficacité. Bon, ils se sont retrouvés aussi malheureusement à 10 contre 11 à 1-0. Et après ça a déroulé, hein, un 3-0 avant d'avoir ce but sur le seul tir cadré de cette rencontre de leur côté. Mais l'Ouganda qui ont fait un petit match nul dans cette compétition, qui sortiront au moins avec les honneurs d'avoir remporté un point et qui peuvent se vanter d'avoir été quand même dans le groupe, dans un groupe très compliqué avec la Nigeria et la Tunisie notamment. La Tunisie qui ont eu très très peur, ils se sont fait peur. Une victoire d'entrée dans cette CAN, on les voyait vraiment euh, forts et impressionnants dès le début. Le Nigeria, il y a eu ce match entre les deux, ce 3-2, je le rappelle, donc qui a été leur seule défaite de ce groupe. Et puis ce match nul, un peu décevant, on va le voir contre la Tanzanie. Euh, Équipe un peu remaniée, mais pas d'excuses hein, pour une équipe de la qualité de la Tunisie. Euh, Après, la logique reste respectée. On avait dit hein, que ces deux-là devaient se qualifier. Après, pour les meilleurs troisièmes, c'était un peu douteux. Mais on peut féliciter en tout cas la Tanzanie hein, pour cette qualification qui est, je crois, historique hein, d'ailleurs, pour eux, hein, je pense. On va voir tout de suite le Tanzanie-Tunisie. Hein. 1-1. On a vu une ouverture du score sur un penalty d'Ismaël Garbi, ancien parisien, hein, formé à Paris, hein, qui est actuellement dans le championnat belge. Hein. C'est lui qui a eu énormément de mouvements, beaucoup de prêts, beaucoup de départs, de retours, notamment. On l'a vu aussi s'exprimer au micro de Beansport en fin de rencontre. La Tanzanie qui a eu un bon retour, qui a pu revenir au score, égaliser. Un match peu savoureux, hein, une grosse domination sur la possession pour la Tunisie, mais au final, en 1h30, 2 tirs cadrés sur 6 tirs, euh, 4 du côté de la Tanzanie pour 2 cadrés. Le match nul dans l'ensemble est mérité, hein, les deux équipes n'ont pas été très dangereuses offensivement, beaucoup de fautes. Honnêtement, c'était pas un match savoureux, hein, donc on peut les féliciter quand même pour cette qualification, hein, c'est pas ça le problème. Donc les trois équipes, premier groupe à trois équipes. Un petit mot sur ce groupe, Ice Cream? Nigeria, c'était prévisible. Ils C'est, sont bah, pour forts. moi, ouais, c'est les favoris, hein, avec le Maroc et On va en parler un petit peu tout à l'heure des favoris, de ce que tu vois dans la suite de la compétition. T'emballes pas, t'emballes pas. On va et garder un peu de suspense. sinon Tunisie déçue et Tanzanie, ouais, Mais la voilà Tunisie, quoi. je me demande ils avaient pas mis le. Ah si, hein, pas loin. Hein.
pas loin, hein. Ils avaient mis quasiment l'équipe titulaire, hein. Et puis, quand tu vois la qualité avec Shrikri, un nom un peu, voilà, qui joue à Cologne, qui est un joueur, un très bon milieu de terrain. Animal Mejbri qui joue à United. Il y a quand même des joueurs expérimentés aussi dans cette équipe, avec des petits jeunes aussi comme Garbi. Honnêtement, quand tu vois la qualité et la différence entre les deux équipes, ils devaient l'emporter, hein. Mm. Sont dans leurs 3 matchs, ils étaient pas. Bah, à part le match contre le Nigeria où ils ont vraiment été intéressants, et surtout une bonne fin de deuxième mi-temps, même si le Nigeria, je le répète, a largement mérité sa qualification et a largement mérité la victoire contre la Tunisie, ça pouvait tourner dans les deux sens, hein. Un match nul ne m'aurait pas choqué sur ce match-là, en tout cas. On va parler tout de suite du groupe suivant, hein. Groupe du Sénégal, du Congo, du Botswana, qui va nous intéresser particulièrement. Euh, on va tout de suite regarder, hein. C'est pas ça qui m'intéresse. Hop, voilà. Le Sénégal qui s'est qualifié avec une première place, à la différence de but, ça a été très 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 chaud, car à un moment donné, le Congo était qualifié premier. Donc on avait potentiellement un Sénégal-Algérie. Puis la VAR a annulé un but du Congo, qui a fait que, à la différence de but, de manière très 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 légère, le Sénégal se qualifie premier, le Congo se qualifie deuxième, et le Bénin, qualification historique, on le rappelle, eux qui n'avaient jamais remporté un match de CAN de leur histoire, qui ont remporté un match dans cette compétition, et qui ont pu avoir 3 points, et qui se sont qualifiés, hein. D'ailleurs, il y a eu quand même pas mal d'équipes à 3 points. On le répète, le Mali qui se qualifie deuxième avec 3 points, 3 matchs nuls. Le Bénin qui, eux, avec une seule victoire et 2 défaites, arrive à se qualifier dans ce groupe un peu compliqué. Le Botswana qui, quand même, ont fait une belle image. Moi, je les ai trouvés intéressants lors du match contre le Sénégal, hein, leur ouverture de compétition, avec un très très bon gardien. Après, c'était, j'ai envie de te dire, logique. Ils pouvaient peut-être espérer des points contre le Bénin, mais ça paraît logique. Et dans l'ensemble, ils ont pris quand même des gros scores par rapport aux deux équipes du Sénégal et au Congo. On savait très bien que les deux équipes-là étaient dominantes dans ce groupe. Maintenant, la différence c'était de savoir qui allait finir premier de ce groupe. Et en plus, on a eu ce match nul entre le Sénégal et le Congo, où le Congo aurait pu mériter mieux. Euh, le Sénégal, que moi je pensais pouvoir faire les 9 points, finalement finissent à 7 avec un groupe qui a un petit mélange intéressant entre jeunesse et joueurs expérimentés. Le Sénégal, du coup, qui a remporté son match contre le Bénin 3-0 malgré l'expulsion de Kalidou Koulibaly. À voir ce que ça va faire sur la suite de la compétition, voir s'il va être suspendu un certain nombre de matchs, hein. Je pense qu'il va être suspendu pour les huitièmes de finale. Donc ça peut être, voire peut-être même quart, hein, je ne sais pas. Donc ça peut être comment dire, un retournement de situation. Euh, 3 buts, dont un à la fin sur penalty de Sheriff Ndiaye et 2 buts de Sek et de Diallo, Abid Diallo. Match intéressant du Sénégal avec, encore une fois, une domination, hein, dans ce match. 9 tirs, 6 cadrés, 53% de possession. Le Bénin, qui malgré ses 5 tirs cadrés, n'ont pas réussi à franchir les cages de Edouard Mendy. Match où la logique est respectée. Le Bénin arrive à se qualifier. On peut vraiment féliciter tout le peuple béninois pour cette qualification historique et on leur souhaite une bonne suite de CAN. Euh, et puis voilà, tout simplement le Sénégal-Congo qui méritait leur place. Et vraiment, l'enjeu de ce groupe, c'était de savoir sur qui allait retomber l'Algérie. L'Algérie qui allait taper un des deux gros entre le Sénégal et le Congo. Et finalement, on le verra un peu tout à l'heure sur le tableau, il tape le Congo. Donc, et pour moi, il y a quand même deux grosses équipes là qui peuvent potentiellement être on va dire des favoris outsiders de cette compétition. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Astro? Bah, groupe du Sénégal, en vrai, il n'y a pas trop De de surprise, ouais. surprises, hein. Comment tu trouves ce Sénégal, Sénégal c'est sur cette compétition? c'est Sénégal, hein, c'est fort, ouais. 3-0 contre le Botswana, 3-0 contre le Bénin et un match contre le Congo qui se termine sur un 1-1 avec bien sûr le Congo qui avait ouvert le score, hein, sur un peu un tap-in et pour Bakambu, Cédric Bakambu, avec un petit relâchement de balle de Edouard Mendy, mais bon, dans l'ensemble, le Congo aurait même mérité cette victoire contre le Sénégal, hein. Un Sénégal-Algérie aurait été fort intéressant quand même. Puis on n'a plus rien à dire sur ce groupe-là, on va passer
tout de suite au groupe, un groupe très intéressant, celui de l'Algérie notamment, et on terminera sur celui de la Côte d'Ivoire, hein, il y a des petites choses à dire. Et ensuite, on va parler un peu de ce tableau. Alors, tout de suite dans le groupe de l'Algérie, donc la Guinée équatoriale, hein, qui a affronté le Soudan, hein. Et là, surprise pour moi totale. Moi qui voyais la Guinée équatoriale pouvoir chaîner l'Algérie et pouvoir même largement se qualifier, pour moi ils avaient largement les moyens, bah, au final, c'est eux qui se retrouvent avec la place à 0 point, avec 3 défaites, dont une surprise contre le Soudan, qui largement du coup offre la qualification aux Soudanais, hein, une qualification un peu surprise. On sait le contexte un peu compliqué passe actuellement au Soudan, etc. Lors de ce deuxième match, ça a été c'est une surprise, la seule victoire du Soudan et qui les a menés à la qualif. Et on va revenir sur cette troisième journée avec du coup et la Guinée équatoriale qui affrontait l'Algérie, hein, qui en plus a mis un peu son équipe B. Et je trouve que l'Algérie, ça a été le match le plus intéressant, le plus concluant. Et là, je suis désolé, la malchance de la Guinée équatoriale, hein, sur l'ensemble de cette compétition. Pour moi, ils devaient se qualifier. Et pour moi, c'est la vraie surprise de ces phases éliminatoires. C'est la vraie élimination qui, moi, me choque. Et c'est la petite seule surprise. Moi qui les voyais se qualifier avec l'Algérie. Et puis potentiellement le Burkina en troisième place ou quelque chose comme ça. Au final, c'est le Soudan qui prend la troisième place. Et là, pour moi, c'est une véritable surprise. Le Burkina qui prend la deuxième place. Et l'Algérie qui, eux, font un 3 sur 3 pour la troisième fois de leur histoire, hein, notamment après, dans les années 90, ils en avaient eu une notamment, et 2019, hein, on se rappelle de cette belle épopée de l'Algérie pour cette CAN 2019. Groupe intéressant, hein, de l'Algérie, porté par un Riyad Mahrez, homme fort de cette compétition sur ses 2 premiers matchs. On a vu du coup une équipe un peu remaniée avec un Mahrez au repos, avec une équipe un peu plus jeune. Les seuls joueurs qui étaient vraiment et sur les 3 matchs, et Aït Nouri, qui a été là, lui, sur les 3 matchs. On a même vu un changement de gardien, hein. Le fils de Zinedine Zidane, Lucas, n'était pas titulaire sur ce match-là. On a vu un Maza très intéressant, lui qui est d'ailleurs apparemment observé par le FC Barcelone, qui serait potentiellement vu sur un prochain transfert pour rejoindre le Barça. Ce qui l'a convaincu sur ce match-là, ça a été un match très intéressant de ce jeune joueur qui ne devait même pas être à la CAN, qui a profité d'une blessure pour arriver. Et c'est la belle histoire un peu de l'Algérie, hein, sur cette CAN. Ce jeune garçon qui est une vraie pépite, qui a été très intéressant, auteur d'un but et d'une passe décisive sur ce match, qui a été très intéressant sur l'avant, qui a été sur quasiment tous les 3 buts, sur les actions des 3 buts. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Est-ce qu'il sera promu à un grand avenir? Est-ce qu'il rejoindra le Barça? J'ai un peu de mal à imaginer ce joueur se greffer dans l'ADN du Barça. Mais bon, l'ADN du Barça est un peu mort, j'ai envie de vous dire, depuis quelques années, hein, depuis le départ de Messi notamment, et depuis qu'ils n'ont plus cette même équipe, cette même génétique. Ils n'ont plus les mêmes qualités, ils ont plus les mêmes joueurs que le grand Barça de l'époque, hein, qui avait d'ailleurs remporté un sextuplé, on le rappelle. C'est une des 3 équipes historiques qui avait remporté le sextuplé avec le Bayern et le Paris Saint-Germain de l'année dernière. Ils ont vendu Inigo. Ils auraient pas dû. C'est vrai que c'était une erreur en défense, Inigo Martinez. Bon, ça pourrait être potentiellement. De toute façon, on va en parler, hein, dans l'année 2026 avec la Ligue des Champions, etc. Mais bon, équipe intéressante de l'Algérie. Et encore une fois, je trouve que la Guinée équatoriale a été très malchanceuse. Et la perdre contre l'équipe B de l'Algérie, contre les petits jeunes, avec n'empêche un but fantastique de Emilio Nsue, qui, qui a mis un des plus beaux buts de cette CAN, hein, notamment. Mais dans l'ensemble, la Guinée était malchanceux. La défaite 1-0 contre le Soudan, 3-1 là contre la deuxième, on va dire l'équipe B de l'Algérie, et cette ouverture de compétition ratée contre le Burkina, où ils avaient largement les moyens de s'imposer et de commencer la compétition de manière différente. Ils ont dominé tout le match. Ils menaient 1-0 avant de se faire remonter dans le temps additionnel après la 90e minute et de se prendre 2 buts par le Burkina, qui ont réussi à avoir cette belle deuxième place dans ce groupe. Groupe qui était d'ailleurs compliqué quand même. Et pour moi, la surprise, c'est vraiment cette élimination de la Guinée équatoriale, hein, qu'ils avaient largement les moyens de se qualifier et que je voyais vraiment plus haut que ça. Et on va terminer ensuite sur le groupe
de la Côte d'Ivoire, hein, champion de la CAN précédente, avec un groupe un peu où on annonçait de la mort, hein, avec le Cameroun, le Gabon et la Mozambique. Où on savait qu'il allait y avoir un déçu. Et beaucoup imaginaient le Gabon pouvoir gêner la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et finalement, bah, les a priori n'ont pas été respectés parce que honnêtement, je voyais la Côte d'Ivoire sans Nicolas Pepe et sans certains joueurs qui étaient blessés, et puis le forfait à la dernière minute de Sébastien Haller, etc., qui a été remplacé par Ivan Guessant, un joueur de l'OGC Nice. Je voyais vraiment la Côte d'Ivoire peut-être prendre la troisième place, voire se faire éliminer dans ce groupe. Et finalement, ils ont réussi à conforter leur statut de champion en titre et ils ont montré un très très beau visage sur le dernier match que j'ai regardé d'ailleurs, Gabon-Côte d'Ivoire. Mené 2-0 avec peut-être le plus beau match du Gabon sur cette compétition, ce qui est sûr, avec deux belles réalisations. Quand Aubameyang, ils ont fait leur meilleur match avec un Denis Bouanga qui, pour la première fois, est buteur en CAN après trois CAN. Enfin, son premier but avec sa sélection. Là, on a pu voir notamment aujourd'hui des petites infos passées où, on va dire, la fédération et la présidence du pays gabonais euh, ont décidé de couper les têtes. Ils ont clairement fait Ouais. virer tout le staff gabonais, ils vont sûrement faire virer l'entraîneur, etc. Ils ont suspendu quand même la fédération et le président du Gabon qui suspend deux joueurs. Et Pierre-Emerick Aubameyang d'ailleurs était dedans. Bon, vu son âge et vu la prochaine CAN, etc., on savait un peu que c'était peut-être sa toute dernière. On savait aussi qu'il était blessé et qu'il venait sur une jambe. Et que là, son retour était un peu anticipé à l'Olympique de Marseille après ces deux matchs élimination un peu précoces du Gabon, après ces deux défaites lors des deux premiers matchs. Il fallait montrer un beau visage, ils l'ont quand même fait, ils ont failli remporter ce match, ils ont fait douter la Côte d'Ivoire 2-0 et la Côte d'Ivoire ont été très très forts en seconde mi-temps et ont su montrer un vrai visage, un vrai retour. Malgré qu'ils avaient, comment dire, aligné une équipe B, ils ont pu, avec deux trois changements et avec un peu de motivation, revenir et ils ont vraiment montré un visage intéressant et un but dans les dernières minutes. Regardez ça notamment, un but dans les dernières minutes après le temps additionnel, hein, de Touré qui vient offrir et clôturer ce match et bon, la domination est respectée, 67% de possession, 5 tirs cadrés, 3 buts, 15 tirs au cage. Le Gabon qui a été hyper réaliste avec 2 tirs cadrés, 2 buts, avec un Konga et un Bouanga, mais quand même, qui aurait pu dire que le Gabon éliminé sans Aubameyang sur un match de poule face à la Côte d'Ivoire, au bout de 21 minutes, mène 2-0, avant ce but réducteur qui est un peu le tournant de ce match, avant la mi-temps de revenir 2-1, ça fait une grosse différence par rapport à 2-0, même si ça aurait pu aussi se retourner sur ça. Et puis deux buts à la fin, on voit le Gabon craquer avec un but de Guessant, qui est d'ailleurs, comme je le rappelle, remplaçant de Sébastien Haller, malheureusement touché avant cette canne. Et ce but libérateur de Touré dans les 6 minutes après, 6-7 minutes après. Et une Côte d'Ivoire qui finalement était troisième quasiment tout le match avec cette défaite face au Gabon, qui devait se taper le plus gros adversaire. Soit ils étaient un peu en ballottement pour affronter soit l'Égypte, soit l'Afrique du Sud. Et au final, on va voir qu'ils vont plutôt bien s'en sortir et ils vont prendre la première place devant le Cameroun. Bon, la logique est encore une fois respectée avec ces deux équipes qui qualifient. Et la Mozambique, petite surprise pour moi. Je savais que c'était une équipe intéressante, mais qu'ils avaient fait une belle phase éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Mais de là à avoir le Gabon à 0 points, avec emporté par un Aubameyang, Denis Bouanga et des joueurs qu'on connaît bien, voilà, c'est l'histoire de la CAN. Et il fallait un déçu dans ce groupe, et c'est les Gabonais qui ont finalement été voilà, déçus et qui vont rentrer chez eux la queue entre les jambes, j'ai envie de dire. Et il y a cette histoire par contre de président. Et il n'y a que en Afrique qu'on peut voir ça. Non, peut-être pas que en Afrique où on peut voir un Ils ont président se piégé mêler du football. Aubameyang en détente. Oui, mais tu vois, avoir cette histoire de polémique et de politique. euh, on sait que les présidents peuvent se mêler hein, parfois du football. D'ailleurs, en tant que Français, on sait que parfois les présidents peuvent avoir des petits intéressements et des petits... voilà, ils se mêlent de choses qui ne devraient pas. On l'a vu notamment d'ailleurs avec le dernier en date.
Ça a fait toute une histoire et toute une polémique hein, avec l'histoire avec Mbappé et plein d'autres choses. On a vu Jacques Chirac avant aussi faire quelques polémiques avec le football notamment. On sait qu'on a eu des présidents amoureux de football sur ces dernières années, et puis Sarkozy et son lien avec le PSG aussi. Voilà, on a eu quand même des présidents ici en France compliqués, donc je vais pas dire que c'est que sur le continent africain, parce que les histoires, on en a franchement sur les trois. On sait que Monsieur Macron est un fan de l'Olympique de Marseille. euh, voilà, on a des petites images de lui, on le voit notamment à l'Olympique de Marseille, et puis parler football, etc., et aimer le football et commenter le football. On l'a vu aussi lors de la finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, etc. On a vu qu'il s'est mêlé aussi du cas Mbappé avec un certain appel qui aurait fait rester potentiellement Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Son prédécesseur, un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, on sait son lien avec le Paris Saint-Germain. Et puis Jacques Chirac dans les années 2000 pour ceux qui l'ont connu, hein. Et puis la victoire en 98 avec cette fameuse histoire où il a été voir un joueur pour lui dire que sa femme était belle et qu'il avait envie de sa femme. Ah, franchement, voilà, c'est l'histoire du foot et de la politique française. Bon, si vous avez la référence, vous avez compris, mais bon, c'est aparté. Mais ouais, c'est un peu décevant pour moi de voir un président se mêler même pas un président de fédération, un président d'un pays, quoi, de se mêler de football et bannir des joueurs comme ça, d'un claquement de doigts. Et puis non, pour finir sur ce groupe, la belle qualification de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et bravo au Mozambique qui se qualifie, on va le voir dans la suite du tableau. Et on va terminer du coup sur ces phases de groupe, hein, voilà. Donc un peu tous les qualifiés, on les a vus ensemble. On va voir le tableau dans quelques secondes. Je vais laisser Astro dire son avis sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. sur ce groupe-là. Puis après, on va regarder ensemble le tableau éliminatoire, chers amis. Cameroun un peu déçu, personnellement. Un peu déçu qu'en Côte d'Ivoire, j'ai pas d'avis pour l'instant. Ouais. Le Cameroun un peu déçu, ils ont quand même fait 7 points, ils n'ont pas Ouais, mais je les perdu, attendais meilleurs. Ouais. ils ont un Brian Mbeumo qui n'a pas encore marqué dans cette compétition et qui est très intéressant, hein, qui fait marquer, qui libère énormément d'espace et qui on voit son importance dans le jeu, hein. Et je pense que ce garçon, on voit de plus en plus son importance dans le jeu. Entre le Cameroun et United, on voit qu'il commence à vraiment prendre un potentiel et il manque juste qu'il soit un peu plus dans la surface et qu'il réalise un peu plus de buts. Mais en soi, on voit son importance dans le jeu des deux équipes. Et moi, pour moi, le Cameroun, je suis pas déçu. Je les attendais deuxième. Ils pouvaient potentiellement finir troisième dans ce groupe de la mort. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ils pouvaient finir deuxième ou troisième avec tout leur déboire d'avant compétition. Et au final, ils finissent très bien, hein. Sans Nicolas Pepe, sans un autre joueur aussi qui n'a pas été pris en plus de Pepe hein, pour des histoires un peu de polémique avant. Donc ils se sont séparés quand même de deux joueurs. Ils ont eu deux blessés avant, dont Sébastien Haller, hein, on sait leur numéro 9. Quand même, avec 4, 5 joueurs phares de leur compétition, on voit que la Côte d'Ivoire ont un des plus beaux collectifs et un des plus beaux bancs de cette compétition. Ouais, Côte d'Ivoire, ouais. Ils ont un vrai 11, ils ont un vrai banc. Bon, même si le banc a été décevant et que ils ont failli se faire surprendre face au Gabon et que on va dire leur équipe B se sont pris 2-0 en 21 minutes par le Gabon, ils étaient à 0 points et qui ont failli se faire éliminer, on peut dire que c'est aussi l'envie du Gabon de offrir une belle dernière image avant de sortir et d'offrir au moins un point lors de cette compétition, eux qui finissent avec 0 points. Euh, Mais ça reste dans l'ensemble respecté, encore une fois. Et dans l'ensemble, on n'a pas eu de surprise, hein. Pour moi, à part la Guinée équatoriale qui a été éliminée, peut-être le Gabon, mais encore dans ce groupe de la mort, ça, on s'y attendait qu'il allait avoir un déçu. Mais dans l'ensemble, la logique de la compétition a été respectée. Je suis d'accord. Je vous mets le tableau. Allez, sans attendre, on va voir ces belles huitièmes de finale qui vont commencer du coup dans Ça deux va être jours, hein, intéressant. le samedi 3 janvier, avec une ouverture de compétition avec Sénégal-Soudan. Alors, le Sénégal, premier de son groupe, Soudan, troisième du groupe, notamment avec l'Algérie, on le rappelle. Pour moi, surprise de cette compétition. Et quelle surprise! Et est-ce que pour toi, ils sont capables d'effectuer une belle compétition, de continuer dans cette compétition et d'offrir potentiellement peut-être un quart, une demi dans cette suite de compétition? Je souris un peu parce que je suis un Qui peu ça, le pour le Soudan? Sénégal.
Oui, Oui, est-ce bah que là, pour toi, t'abuses un peu là. est-ce qu'ils peuvent avoir ce petit rôle de petit poussé, de petite surprise de la CAN? Non, non, Peut-être, non. peut-être Sénégal, que, Soudan 4. oh, c'est direct. Mais qu'est-ce qui nous dit que le Sénégal ne peut pas faire Oh une non. erreur? Le gardien qui fait une boulette, un rouge, Koulibaly qui sera sûrement pas là. On parle du Qu'est-ce qui, Soudan quand même. Ils sont qualifiés un peu, voilà. un peu Dans un peu ric-rac, de chatte, on va dire. 1-0 face à la Guinée, hein, notamment. Et c'est là où, pour moi, je suis très déçu parce que un Guinée équatorial, le Sénégal aurait été plus intéressant à mon goût et aurait eu plus de rythme en termes de foot que Sénégal-Soudan. Bon, Non, Sénégal, je les vois gagner quand même. le Sénégal porté par Sadio Mané, Ibrahim Mbaye, euh, avec Ilian Ndiaye d'ailleurs, Edouard Mendy au goal. Je les vois mal se faire éliminer là. Pour moi, potentiellement, là où il y a danger pour le Sénégal, ça sera lors des quarts. Et c'est là où vraiment on va avoir les plus beaux matchs de cette compétition, hein, bien sûr. Donc, quart, demi-finale, hein, ce qui est logique dans un tournoi. Mais là, la logique devrait être respectée. Donc, ce premier match le samedi 3 janvier à 17h, je pense que le Sénégal devrait, ouais, je pense, largement l'emporter. Peut-être pas 4-1. Moi, je vois quand même, allez, un 2-0, un 3-0. Je vois pas le Soudan. Après, ils peuvent marquer un petit but, hein, donc allez, peut-être 3-1. Mais le Sénégal va se qualifier par au moins 2 buts d'écart, je pense. Donc victoire sénégalaise par au moins 2 buts d'écart à mon avis, et j'espère qu'ils montreront un bon visage. J'espère pour eux pas de blessés aussi dans cette suite de compétition, parce que déjà sans Koulibaly sur un prochain match, voilà ça va, c'est pas non plus le rouge qui va tout changer à cette compétition. Mais attention. Et pour la deuxième rencontre, qui va être beaucoup plus intéressante, qui va être le vrai match phare de ce samedi 3 janvier à 20h, le Mali, deuxième, derrière le Maroc hein, dans son groupe, affronte la Tunisie qui était le deuxième du groupe du Nigeria. Alors Donc un là, match entre les deuxièmes. Mais on le rappelle, le Mali qui s'est qualifié avec 3 matchs nuls, 0 victoire, mais 2 buts marqués, 2 buts encaissés. On peut vanter on va dire des qualités défensives avec un groupe avec du potentiel, un groupe qui a su donner du mal au Maroc. Tu vois, le Mali, c'est peut-être la seule équipe à avoir donné un peu de mal au Maroc avec ce 1-1 lors de cette deuxième journée de phase de groupe. Et en face, la Tunisie, qui, pour moi, en dents de scie, hein, qui a fait une belle ouverture, une belle entrée dans cette canne, qui ont perdu 3-2 face au Nigeria, qui ont pu montrer quand même des qualités et du caractère pour revenir, hein, les Aigles de Carthage. Euh, et là, ce troisième match qui est pour moi le plus décevant, hein, donc pour moi, ça baisse un peu en rythme. Et ça va être un vrai match. Et on va avoir un vrai premier déçu et un vrai potentiel. Là où on voit une vraie équipe potentielle euh, d'aller loin qui va être éliminée entre le Mali et la Tunisie. Et là, pour moi, ça va être un match qui va se jouer très très serré. Est-ce que la défense du Mali va résister aux attaques des Aigles? Est-ce que la Tunisie, qui est un petit peu le favori de cette rencontre, normalement, va comment dire, confirmer ou bien clairement se faire dessus, quoi. C'est ça la vraie question. alors là, impossible à pronostiquer pour moi, je t'avoue. Pourtant, il Je en faut. sais Il pas en, il en du tout. faut, il en faut des pronostics. Là, on a tous les deux vu la victoire du Sénégal. Et puis, on reviendra sur la Moi, je prochaine vois un nul. émission. Nul. Ouais, Ok. Prolongation. ouais, Penalty tir au ou but. victoire? Penalty. Moi, Ok. je vois aucun des Si- deux gagner en temps réglementaire. Bah, quand tu vois que le Mali a une bonne défense et que la Tunisie a un peu de mal Pour moi, devant les les deux, ils cages, se valent un peu, donc les je deux trouve ils se nul. valent, hein. Donc tu vois un 0-0 ou un 1-1, prolongation, prolongation, tir au but. Je pense, ouais. Et tir au Et but, je qui... pense que le Mali il passe, hein. Le Mali au tir au but. Ouais, Waouh. Ouah, retenez ça les amis. Si ça passe ce pronostic-là, c'est waouh. L'idée d'aller au penalty est intéressante. Moi, je vois un match serré. Je vois très peu d'occasions. Ça va se jouer sur un corner, un coup de pied arrêté, sur un tapin, sur quelque chose d'assez serré.
Je vois un match 1-0 ou 2-1. Je dirais petit avantage Tunisie, donc un petit Tunisie 2-1. Et j'ai pas envie de d'avoir je sais pas, un Mali-Sénégal, je sais pas. Pour la suite de la compétition, un Tunisie-Sénégal serait pour moi plus intéressant, donc je sais pas. Mais après, quand je vois le peu d'offensive sur le dernier match de la Tunisie, quand je les vois baisser de rythme match après match, donc je les vois de moins en moins bons match après match. Je vois un Ismaël Garbi qui me convainc pas, je vois du Animal Meshbri qui devrait être plus impactant pour son équipe. Pour moi, malheureusement, les Aigles de Carthage ont des chances de perdre leur plume sur ce match-là. Et ça va être vraiment le match intéressant de ce samedi 3 janvier. Je pense aussi. Ensuite, passons au dimanche 4 janvier, avec deux matchs. Un qui va intéresser un peu plus Astro, bien sûr, le match de 17h entre le Maroc, hôte de cette Entre les compétition. deux, je préfère le premier. Bah, je préfère le deuxième parce que voilà, le Maroc, mais en termes de football, le premier. Oui, je comprends ce que tu veux dire pour l'Afrique du Sud Cameroun, mais t'emballe pas, parlons tranquillement de ce Maroc-Tanzanie. Le Maroc premier de son groupe, pays hôte, il retrouve son Achraf Hakimi. L'histoire est tellement belle que c'est un peu compliqué de les voir sortir face à la Tanzanie, troisième de son groupe, qui ont été d'ailleurs très intéressants, hein. La Tanzanie ont montré une vraie force. Donc, est-ce que, et là, moi j'ai très peur de ce match, euh, est-ce que le Maroc peut se faire surprendre chez eux en huitième de finale Non. et se faire Si sortir direct? Regragui met la même compo contre. Bah, j'ai un trou. Bah, je vais contre qui le dernier match déjà? Le dernier match c'était Maroc-Zambie. Ouais, donc s'il met la même compo et qu'il met juste Hakimi, on gagne d'au moins Ouh, 2 buts d'écart. ouh. Bah, moi je vois pas le Maroc faire un si gros match face à la Tanzanie. Et je pense que la Non, je Tanzanie pense que si. peut être le petit poussé qui peut gêner dans cette compétition. Non, avec la compo qu'il a mis en termes d'offensif, c'était trop fort. Moi je vois Avec Hakimi, s'il met Hakimi qui va déborder, qui va servir un peu tout le monde. moi je vois Non, pour moi, je attends, pense qu'ils ont. moi je vois pas le Maroc dominer. Bah ils vont dominer peut-être le match, mais je les vois pas au tableau des scores avoir une si grosse différence avec la Tanzanie. Et là je vais surprendre peut-être le monde en disant un 2-1 ou un truc un peu voilà un peu serré, un peu. Parce que Ouais, il y aura 3-1. La Tanzanie c'est intéressant quand même. Après, je vois le Maroc quand même se qualifier et j'espère pour la suite de la compétition parce que j'ai envie d'avoir ce Maroc qui affronterait potentiellement l'Algérie, voire le Nigeria, voire peut-être le Sénégal en finale ou peut-être même la Côte d'Ivoire ou quelque chose comme ça. Donc ils sont chez eux. Donc j'ai envie de voir le Maroc continuer cette compétition. Mais la Tanzanie, ils sont dangereux. Donc attention. Mais oui, je pense Maroc quand même. Allez, 2-1. 2-1 pour moi le Maroc. Et ce Non, pour moi, dernier avec match. Hakimi, le visage, il va changer. Bah, Pour j'espère. moi. Parce que là, pour le moment, à part Brahim Diaz et Ayoub El Kabi, c'est un peu. Voilà. Et le match contre Sur les côtés, le tu Mal. mets Hakimi et le petit là. Non, je pense pour moi, c'est. Salahedine. Salahedine. Ouais, je pense que c'est Mais Salahedine, du coup, côté gauche et Hakimi côté droit. Hakimi. Ouais. Et tu laisses Mazraoui sur le banc faire des rentrées ou. Tu le laisses sur le banc faire des rentrées ou tu mets. Parce que bon, je connais Regragui. Ou tu Moi, je mets pense. Aguerd de Mazraoui. En défense centrale. Ouais, il serait capable. Mazraoui en défense centrale. Il serait capable. Oh, c'est dangereux ça. Ça voudrait dire trois latéraux, dont un Tu dans mets votre pas charnière. Amrabat. Parce que sans Amrabat, on a Wow, mieux wow, joué. wow, 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 Tu mets wow. le Saibari. Tu mets la même Wow. compo que contre le. Mazraoui. Ouais, non, là, je te suis pas là. Ah, Pour moi, je te pour dis, moi, je ce connais qui va, Regragui. Pour moi, il va mettre Hakimi à droite et il va mettre Mazraoui à gauche. Et le Salahedine, malheureusement, qui est très intéressant et qui est pour moi une des pépites et une des révélations de cette CAN, parce que je ne connaissais pas vraiment le joueur, je ne vais pas mentir sur ce cas-là, mais franchement, ce joueur, il est très intéressant et il pourrait même, je l'ai dit, hein, suppléer un Achraf Hakimi au PSG, pourquoi pas. Donc bon, euh, Mazraoui en charnière centrale, ça me ferait très peur, très très peur. Je peux comprendre, hein, mais ça me ferait très peur, sachant qu'ils ont eu la blessure de leur capitaine Romain Saïs. Non, je prends pas de risque quand même face à la Tanzanie qui fasse attention quand même, Walid Redragui.
Mais moi, je vois Hakimi, allez, Hakimi, Mazraoui à gauche et Salahidine sur le banc. Après, je pense qu'il va gérer Hakimi pour la suite de la compétition. S'il voit que le Maroc ouvre le score, 1 ou 2-0, il sortira Hakimi à la 60e ou quoi que ce soit. Il va juste lui redonner un petit peu de rythme par-ci par-là, mais il fera pas encore un match complet sur un huitième de finale en tout cas. Et du coup, Ouais, un des premiers chocs, si on encore plus, comment dire, plus un choc que le Mali-Tunisie, Afrique du Sud, Cameroun. Le ouais. deuxième derrière l'Égypte, l'Afrique du Sud, contre le deuxième, le Cameroun, derrière la Côte d'Ivoire. Et là, on a un match en fait, les matchs de deuxième entre le Mali et Tunisie, ils vont être tous les deux deuxièmes de leur groupe, et les deuxièmes de groupe, Afrique du Sud, Cameroun, ça va être quelque chose de serré, moi, je pense. L'Afrique du Sud, qui pour moi, bah, on les a vus, hein, ils sont capables de tout, du meilleur comme du pire. Ils sont déjà gênés en Coupe du Monde certaines équipes. Là, là, j'ai du mal à pronostiquer un vainqueur. Même si la logique et le football voudraient le Cameroun, est-ce qu'on peut encore se taper une élimination grotesque du Cameroun en huitième de finale? Avoir une Moi, je équipe vois comme ça l'Afrique du Sud. déçue. Samuel Eto'o, oh, je pense qu'il pète un plomb, Samuel Eto'o. Fédération, je pense qu'elle pète un plomb. Parce que là, encore, ils sont sortis en quart contre le Maroc. Ok. Et un Cameroun-Maroc, ça serait tellement intéressant. Ah, les amis camerounais, s'il vous plaît, votre pays, il faut passer. Ça fera plus le bordel au Cameroun, une élimination là, que l'Afrique du Sud, comment dire, se faire éliminer en huitième. Je pense. Et j'espère un Maroc-Cameroun. Donc je vais dire, allez, victoire 2-1 de l'Afrique du Sud, comme Maroc-Tanzanie. Et toi? Moi, ouais, je vois l'Afrique du Sud. Euh... D'accord. 2-1. Bien Afrique du Sud. Ok. Ouais. Le prochain podcast, les gars, on va regarder, on va comparer. Attention, on va avoir des belles surprises. Attention. Bon, passons à la journée du lundi 5 janvier, où on va avoir deux matchs. Celui de 17 h opposant l'Égypte au Bénin. L'Égypte sont qualifiés premier de son groupe, qui tape l'adversaire le plus faible un peu parmi les 16, hein. Je suis désolé pour nos amis béninois, mais c'était une qualification historique sur un but, malgré qu'elle ait mérité la qualification, attention. Sur un but face à la Guinée équatoriale. Le Bénin qui a pris 3-0 par le Sénégal. Euh, un match compliqué aussi face au Congo. Donc, largement, l'Égypte a le meilleur tirage de ce groupe. Mais pour moi, un Égypte qui est décevant, qui propose pas un bon football. Et j'aimerais vraiment qu'il y a un match qui peut être une surprise parmi toute cette canne, s'il vous plaît, que ça soit ce match-là, et que le Bénin fasse un miracle absolu et qu'ils aillent chercher une qualification et que ça soit la qualification surprise sur un coup de tête, sur un corner, sur un rouge, sur un penalty, je ne sais pas. Mais malheureusement, je pense, et malheureusement pour mon pronostic, je vais mettre une victoire de l'Égypte et je vais mettre un 2-0 ou un 3-1, deux buts d'écart pour l'Égypte. Et je pense que l'Égypte vont continuer la suite de la compétition avec Mohamed Salah, Marmouche, Trezeguet et tous les joueurs qu'on leur connaît. Et un excellent gardien, un excellent gardien. J'ai du mal à voir le Bénin surprendre l'Égypte. Pas toi, ça. Ouais, Égypte, hein. Égypte, Bénin, il y a pas trop de. Pour moi, il n'y a pas trop de doute, hein. Mais Même j'aimerais si, bon, tellement. l'Égypte, J'aimerais tellement. Parce qu'ils méritent pas leur l'Égypte, c'est place. pas trop ça, mais. Non, non, c'est pas trop ça. Moi, en regardant j'ai vu les trois matchs de l'Égypte. Je n'ai pas, je n'aime pas du tout cette équipe. Ils ne proposent rien pour moi. À part des pénaltys et à part Mohamed Salah en Après, c'est sauveur. peut-être eux qui vont gagner la CAN comme ça, hein. On sait Oui. pas. Mais ça me ferait mal à mon football. Honnêtement, je le dis, ça me fait mal. Mais je vois quand même l'Égypte se qualifier hein, pour la suite de la Ouais. compétition. Et dans l'autre affiche qui nous intéresse un peu plus, hein, donc soirée du lundi 5 janvier à 20 h. Nigeria-Mozambique, le premier Nigeria qui a largement mérité sa place dans un groupe de la mort avec la Tunisie, on le rappelle, qui sont battus la Tunisie 3-2, qui ont été hyper impressionnants dans cette CAN et qui est pour moi un des favoris de cette CAN. Là, ça va être compliqué là.
La Mozambique, qui est une vraie belle équipe, hein, qui surprend un peu son football sur les 2 dernières compétitions de la CAN, et qui vraiment, je pensais, je les voyais pas là, se qualifier là, honnêtement. Donc la Mozambique peut-elle être l'équipe surprise? Il y en aura peut-être une, hein, d'équipe surprise. Bah, Entre moi, le je le dis, le Soudan, Nigeria, ils vont en finale, donc je pense pas. j'avais un peu le même prono, mais attends, il y a quand même le Soudan, il y a la Tanzanie, il y a le Bénin, il y a la Mozambique. Aucune des 4 équipes ne peut faire une surprise. Moi j'ai peur pour le Maroc, hein. Ça serait tellement Ah ouais, mais du coup, il peut y avoir un Maroc avant la finale, un Maroc-Nigeria. en demi. Un demi, ouais. Mhm. Ouais, bah non, ils vont pas en finale alors. Attention à ce que t'as dit. Moi Bah, ils vont honnêtement, pas en finale. moi honnêtement, je vois le Nigeria, ils vont continuer à mettre leurs 3 buts. Je pense qu'ils vont mettre 3-1 à la Mozambique. Après, si je suis objectif, ils gagnent la CAN pour moi. Mais, Le Nigeria, ouais, mais ils ont l'habitude de choc sur une demi ouais. ou une finale. Donc moi ça m'étonnerait pas. Mais je vois le Nigeria mettre 3-1 à la Mozambique et on va avoir un quart, on va avoir des quarts absolument alléchants. Branchez-vous, Cannes, s'il vous plaît, à partir, même pour ceux qui n'aiment pas le foot, à Bah, partir même à partir de là, hein. même à partir de là, on va avoir des matchs Mali-Tunisie, Maroc-Tanzanie, ça va être très intéressant. Afrique du Sud-Cameroun, Algérie-Congo, faites-moi confiance, c'est du beau foot. Regardez ces matchs-là en priorité. Vraiment, faites-moi confiance. Et et la suite de la compétition, elle risque d'être tellement alléchante, avec un potentiel Sénégal-Mali ou un Sénégal-Tunisie, avec en Maroc potentiellement contre l'Afrique du Sud ou Maroc-Cameroun, et j'espère que ça sera le Cameroun. Honnêtement, moi j'espère Maroc-Cameroun, Sénégal, Sénégal-Tunisie, Nigeria, je vous dirai un peu la suite après, Égypte, Côte d'Ivoire, je pense, hein, je pense qu'ils sont champions en titre, le Burkina ont une belle équipe, ils jouent bien au football, ils m'ont surpris d'ailleurs contre l'Algérie. Et ils auraient pu avoir même un meilleur résultat. Mais honnêtement, là, compliqué, hein, compliqué. On aurait pu avoir Algérie, Côte d'Ivoire. L'Algérie, vraiment, ils ont pas eu de chance sur le tirage. Ils auraient pu avoir la Côte d'Ivoire, ils auraient pu avoir le Congo. Je sais pas si on se rend compte quand même. Euh, je vois quand même la Côte d'Ivoire au-dessus. Après tout ce qu'ils ont montré, malgré qu'il leur manque des joueurs. Après le 3-2 face au Gabon avec une équipe B, même s'il y a eu les changements. Le 1 contre le Cameroun. Après, on sait que les champions de Cannes, des fois, ils ont des sorties un peu, voilà, un peu douteuses. Mais voir le Burkina. Et là, c'est là où j'ai peur. Imagine, le Burkina sort la Côte d'Ivoire, un des favoris de cette compétition. L'Égypte affronte le Burkina. L'Égypte s'en sort contre le Burkina et font potentiellement 2 matchs pour gagner la CAN, quoi. 2 matchs contre soit Algérie-Nigeria et une finale contre un des vainqueurs du groupe un peu au-dessus entre le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie. On va avoir une fin de CAN apocalyptique. Mais honnêtement, Ouais. j'espère. Je vois Côte d'Ivoire 2-1 face au Burkina. Je vois un Égypte-Côte d'Ivoire. Je vois un Sénégal-Tunisie. Je vais quand même aller du côté de la Tunisie. Même si un Sénégal-Mali ne me choque pas, hein. Je vois bien l'affiche Sénégal-Mali, honnêtement. Et un Maroc-Cameroun. Donc là, et on va avoir des morts là. C'est à partir de là où ça va vraiment être intéressant. Et là, ça va faire mal au football. Ça va faire mal au football. L'Algérie, s'ils gagnent, ils jouent qui déjà? L'Algérie, s'ils gagnent contre le Congo, ils affronteraient le Nigeria, normalement, en toute logique. Ouf. Et ensuite, ils joueraient une demi-finale. Le vainqueur de Nigeria-Algérie, admettons, si tu vois l'Algérie se qualifier contre le Congo, euh, affronteront le Maroc ou le Cameroun. Si on part sur ce Ah ouais, potentiel-là. donc là, l'Algérie, ils vont faire Congo-Nigeria, là. Ouais, ils font Congo, Nigeria, Maroc, et ensuite la finale contre Le admettons, parcours le du combattant. Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Et ouais, franchement, ils ont pour moi, ils ont le pire tirage. Ils ont le pire tirage. Car là, admettons que l'Algérie batte le Congo. Et là, ça va être très difficile, croyez-moi, j'ai vu Congo-Sénégal. Le Congo a le potentiel de surprendre et d'éliminer l'Algérie. Ils ont une très belle équipe, avec des Chancel Mbemba, des Cédric Bakambu, etc. L'Algérie, normalement, est
quand même favoris, mais et j'espère qu'ils montreront un beau visage. Au moins ce match-là, ils devraient. C'est un Algérie-Nigeria. Ouais. Pas Moi, mal. j'espère pour pour les amis algériens que vous allez gagner contre le Congo 2-1. Je vois un 2-1. Même si pour moi le Congo a le potentiel de vous éliminer. Et si je serais pas, si je suis vraiment objectif, le Congo bat l'Algérie. Si je suis vraiment objectif. En termes de foot, je pense que le Congo a moyen de battre l'Algérie. Congo bat l'Algérie? Non, je pense pas. Je suis pas si sûr que toi. Pour moi, c'est du 55-45. Je L'Algérie, vois c'est de la l'Algérie. grinta quand même, donc Oui, attention, parce que Riyad Mahrez est vieillissant. Ok, une belle équipe d'Algérie, mais pour moi, ils m'ont pas convaincu sur cette phase de groupe, hein. Un peu comme l'Égypte. C'est pas parce qu'ils ont 9 points et que c'est la troisième fois de leur histoire qu'ils finissent à 9 points et que ça, comme la CAN de 2019, hein, moi, je les vois pas en finale. En tout cas, je poste mon commentaire si là et après c'est j'espère. le Nigeria, Et peut-être que je me écoute, trompe, hein. Après, peut-être qu'ils vont faire le parcours des dieux, hein. Peut-être qu'ils vont battre le Congo, ils vont peut-être affronter le Nigeria, surprendre le Nigeria et ça fait beaucoup montrer de gros matchs là quand même. et affronter le Congo, Nigeria. Nigeria, Et un après Maroc, le Algérie-Maroc. Cameroun. Bah, le rêve de tout le monde, c'est qu'un Algérie-Maroc en demi-finale. Mais pour moi, ça n'aura pas lieu. Au moins qu'il y ait un Algérie-Cameroun, l'Algérie qui va en finale et qui nous gagne la CAN. Mais moi, je vois pas l'Algérie aller aussi loin. Après, je Honnêtement, vois pas l'Algérie gagner contre le Nigeria, donc ça va être compliqué. il y a des surprises. Moi, honnêtement, si la logique là est respectée, pour moi, ça doit être Nigeria-Algérie. Pour ces quarts, je reparlerai de tout ça. De toute façon, on va en reparler dans le podcast prochain. On se reverra, on va dire, le 6 ou 7 janvier pour parler de cette suite de compétition. Mais on se retrouve dans une semaine pour faire le débrief de tous ces matchs. Mais honnêtement, Nigeria-Algérie, ouais, je vois à l'heure actuelle, le Nigeria est au-dessus. Mais peut-être que l'Algérie vont nous montrer un visage hyper impressionnant contre le Congo. Peut-être que je vais regarder le match et peut-être que je changerai d'avis. Mais là, à l'heure actuelle, je vois, si je porte mes cacahuètes là le 1er janvier, je vois Sénégal-Tunisie, Cameroun-Maroc, Égypte-Côte d'Ivoire, Nigeria-Algérie. De là, le vainqueur de Sénégal-Tunisie, j'espère parce que j'ai beaucoup d'amis au Sénégal et pour y avoir été 2 fois, j'espère que le Sénégal vont aller loin dans cette compétition. Donc le Sénégal qui sort la Tunisie, et pour moi c'est le plus fort parmi les quatre de leur côté. Et ensuite en demi-finale, on aurait potentiellement le Sénégal qui affronterait le vainqueur de Égypte-Côte d'Ivoire. J'espère pour le football que la Côte d'Ivoire va sortir l'Égypte. Je veux un Sénégal-Côte d'Ivoire en demi-finale. Et de l'autre côté, Cameroun-Maroc. Ça va être compliqué. Et ça va être là qu'il va vraiment falloir des gros Hakimi. Il va vraiment falloir un beau football. J'espère qu'on aura Maroc en demi-finale contre le vainqueur de Nigeria-Algérie. Pour le moment, dans la physionomie de cette compétition, je vois le Nigeria affronter en demi-finale le Maroc. Donc pour moi, à l'heure actuelle, je vois une demi-finale Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Nigeria, et non pas l'Algérie. Beaucoup rêvent de Maroc-Algérie, voilà, pour la rivalité, etc. Et je vois. Après, le plus beau pour moi, ça serait en tant que. Parce que j'aime les deux pays. Et et j'ai des liens avec ces deux pays. Ça serait Sénégal, Maroc. Mais que le meilleur gagne, tu vois, tout simplement. Mais ouais, une finale Sénégal-Maroc, ça me régalerait. Même si là, à l'heure actuelle, ouais, je vais pas mentir, je vois le Nigeria gagner. La CAN. Après, ils peuvent choc, hein. Ils peuvent perdre contre la Côte d'Ivoire. Peut-être que la Côte d'Ivoire vont nous montrer quelque chose d'extraordinaire et ils vont peut-être remporter un back-to-back et remporter une deuxième fois la CAN d'affilée. Les favoris sont là. Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Maroc et potentiellement l'Algérie. On a 4-5 favoris, 4-5 équipes qui ressortent un peu du lot. Je te laisse donner ton avis, puis après on passe au sujet prochain. Je On vois aura fait pareil, hein. une heure. On aura fait 1 heure quand même sur cette carte. Je vois Maroc, Nigeria. Maroc, Nigeria. Je vois Maroc, Nigeria. Maroc, Nigeria. Je vois Maroc, Nigeria. Après, c'est quoi déjà? Maroc, Nigeria. Je vois Maroc, Nigeria. Alors j'ai coupé un son ici. Tu vois Maroc, Nigeria, toi? Donc tu vois le Nigeria battre l'Algérie. Ouais, quand même. Après, on en reparlera hein, la semaine prochaine, le 7 janvier, quand on fera le Ouais, déjà, prochain podcast. on aura des surprises, déjà, on va passer les. Ça se trouve, le Bénin sort l'Égypte, le Soudan sort le Sénégal, et là, je me mets tout nu.
La Tanzanie, ça se trouve, surprend le Maroc, et ça se trouve, on n'a rien vu du tout. Tu vois, et ça serait beau. Et là, deux amoureux du foot qui se trompent totalement. Mais je ne vois pas autrement, moi. Honnêtement, vous pouvez screener, vous pouvez clipper. Sénégal bat le Soudan. Le Mali. C'est là où il y a. Pour moi, je m'en fous un peu, mais vas-y, Mali-Tunisie. Que le meilleur gagne, mais pour moi, Tunisie, petit avantage. Sénégal-Tunisie. Je vois le Sénégal battre la Tunisie. Égypte va sortir le Bénin, je pense, malheureusement. Même si j'aimerais bien, pour la surprise du foot, le Bénin, au moins, faire quelque chose contre l'Égypte, mais ça n'arrivera pas. Côte d'Ivoire, Burkina, ça peut être la surprise. Attention, le Burkina peut être une surprise. Ils ont un très beau football. Ils ont montré une belle image contre l'Algérie. Mais je vois quand même la Côte d'Ivoire dominateur, passer au-dessus. Côte d'Ivoire, les deux gros monstres des précédentes CAN et de ces années 2000, c'est eux qui ont remporté le plus de compétitions, etc., s'affronter en quart. Le vainqueur affronte le Sénégal. Donc j'espère un Sénégal-Côte d'Ivoire. Parce que le football de l'Égypte, là, je n'apprécie pas du tout de ce que j'ai vu. Et pour moi, ils ont pas le potentiel de gagner la CAN avec le football que j'ai vu à l'heure actuelle. Sénégal-Côte d'Ivoire. De l'autre côté, Afrique du Sud-Cameroun. Ça va être un match compliqué, serré. Les deux peuvent sortir. Petit avantage Cameroun. Maroc-Tanzanie, attention, mais je pense que le Maroc vont aller loin dans cette compétition. Donc Maroc, Cameroun. Nigeria qui sort la Mozambique avec un score de 3-1, je pense. C'est là où j'ai un peu plus d'assurance, même si je peux être surpris, hein. Mais pour moi, le Nigeria, sont tellement forts. Là, c'est les vrais 9 points mérités. C'est pas comme l'Algérie, ils ont 9 points, mais pour moi, c'est un peu, voilà. Et l'Algérie-Congo, ça peut être compliqué. On peut avoir un Nigeria-Congo, et ça me choque pas, hein. On en reparlera la semaine prochaine, mais ça me choquerait pas. Et je vais quand même donner un petit avantage à Algérie pour moi, mais c'est un 55-45. Nigeria-Algérie. Nigeria est plus fort pour moi que l'Algérie. Et ensuite Nigeria-Maroc, et puis Sénégal-Côte d'Ivoire, et puis que le meilleur va en finale, et puis que le meilleur gagne, hein. Ouais, Mon cœur de romantique voudrait un Sénégal-Maroc, mais je ne serais pas choqué d'avoir un Nigeria-Côte d'Ivoire en finale, ou un Nigeria-Sénégal. Voilà, à toi, et après on passe au prochain sujet. je vois pareil, hein. Après, je vois le Maroc aller en finale, bien évidemment. Mais C'est chez eux. sinon, ouais, Après, souvent les équipes qui sont chez eux, comme le Maroc, et les équipes qui ont gagné la CAN, comme la Côte d'Ivoire, des fois, ils ont des petites malédictions, ils ont des petites choses, voilà. Bon, on verra. En tout cas, ça va être une très très belle compétition et j'en ai le sourire parce que c'est vraiment une belle compétition et on voit qu'il y a vraiment des qualités et des belles équipes africaines et qui sont en ça émergence commence à devenir et, intéressant. et ça commence à devenir très intéressant. Le Maroc qui est 11e pays football à l'heure actuelle, qui avec cette magnifique Coupe du Monde qu'ils nous ont offert, euh, qui vont être pays hôtes d'une Coupe du Monde en 2030, partagée avec l'Espagne et le Portugal. Ça va être une Coupe du Monde un peu particulière en 2030. Le Maroc, ils sont là, donc pays hôte de la CAN. On voit des vrais stades, on voit un vrai investissement, on voit une vraie belle compétition avec des très belles villes, Rabat, Agadir, Casablanca, etc. Et honnêtement, déjà pour l'organisation, bravo. Pour l'équipe que c'est depuis la dernière Coupe du Monde, bravo. Et qui vont le plus loin possible dans cette compétition, j'espère. Et j'espère voir des beaux matchs, surtout. Moi, en tant qu'amoureux de football, j'ai envie de voir un Maroc-Cameroun, un Maroc-Nigeria ou un Maroc-Algérie. Même, dis-toi que les demi-finales, ça va nous offrir un Maroc potentiellement contre le Nigeria, l'Algérie, le Congo. Ça va être vraiment un match très intéressant. Les demi-finales vont être extraordinaires. Et donc, branchez-vous Cannes. Jusqu'au 18 janvier, les gars, pour 15 jours de compétition, suivez au moins ça. Même si vous n'avez pas vu les phases éliminatoires. Voilà. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Et on va passer un peu, du coup, au marché hivernal, qui sera un peu le sujet 2 de cette vidéo. On va être un peu plus rapide sur ce sujet-là, parce qu'on a quand même fait 1 heure de Cannes. À chaque fois, on fait 1 heure de Cannes, ça m'impressionne. Atroce. Mais il y a des choses à dire sur cette Cannes. Et là, du coup, on va parler un peu du mercato hivernal. Alors, on va mettre un peu les sujets qu'on voit un peu par-ci, par-là. Et moi, il y a un sujet qui m'intéresse énormément, c'est, si vous ne l'avez pas vu, Enzo Maresca, l'entraîneur actuel de Chelsea, donc les Blues de Chelsea, serait en partance de départ, même peut-être cet hiver. Il aurait une réunion avec le groupe de Chelsea et la direction de Chelsea, qui ont eu vent de discussions entre Enzo Maresca et Manchester City, les Citizens, les Skies, voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir des chaises musicales?
Est-ce que Pep Guardiola, après comment dire, ce nombre d'années en tant qu'entraîneur, à avoir entraîné les plus grands clubs, le Barça, le Bayern, City, avoir remporté une Ligue des Champions avec City, etc., etc., est-ce que lui qui a envie de peut-être entraîner une sélection et peut-être de terminer aussi, d'avoir un peu plus de repos après une longue carrière d'entraîneur, est-ce qu'on va voir Guardiola quitter City pour moi à l'été prochain? Je pense que ça sera l'été prochain, après cette fin de saison. Je pense aussi. Guardiola entraîner peut-être, alors soit se reposer, faire du golf et vas-y, la vie est belle, ou soit aller entraîner une sélection après la Coupe du Monde, potentiellement, reprendre, et c'est là où je vais aller loin dans mon argumentaire. Guardiola reprendra une équipe qui sera décevante à la Coupe du Monde. Et là, et avec qui il a un lien. Et là, je vais aller un peu plus loin dans mes propos. Je vais dire soit Guardiola, pour toute sa relation et son romantisme avec l'Espagne, va entraîner la sélection espagnole, Lamine Yamal, tutti quanti, comme on dit, après 2026, soit il ira entraîner l'Angleterre. Si l'Angleterre est décevante à la prochaine Coupe du Monde, il entraînera l'Angleterre. Voilà mes deux pronostics. Ou une sélection qui mettra l'argent, mais je vois peut-être aller l'Allemagne. L'Allemagne, il commence à sortir un peu de ce football allemand, etc. Il s'intéresse un peu à d'autres entraîneurs et tout, mais ça m'étonnerait. Et d'autres pays, je vois pas aller les chercher. L'Italie, ils ont pas le potentiel d'aller chercher un Guardiola. Donc je vois vraiment l'Angleterre et l'Espagne se démarquer. Ou autre sélection, hein, il y avait le Brésil, tout ça, mais le Brésil sont là pour prolonger Ancelotti. On verra si Ancelotti fait une belle Coupe du Monde avec le Brésil. Mais même, on pourrait même avoir peut-être un Guardiola avec le Brésil, hein, ça me choquerait pas. Mais petite préférence pour l'Espagne et l'Angleterre. Voilà. Je vois du coup Enzo Maresca avoir 6 mois d'intérim, 6 mois de repos, 6 mois de Pôle emploi, comme on peut dire, et arriver à l'été prochain avec des pouvoirs et un mercato et de l'argent à City. Du côté de Chelsea, du coup, je pense qu'ils vont faire la séparation tout de suite. Et pour moi, c'est une erreur. Pour moi, ils devraient garder Enzo Maresca jusqu'à la fin. Et j'espère pour le football ouais, que Enzo Maresca restera avec Chelsea. Ça va pas perturber Chelsea, qui pour moi peut être une équipe surprise sur cette Ligue des Champions. Et puis après, s'ils virent Enzo Maresca, ils iront chercher Liam Rosenior, vu qu'il y a un partenariat Chelsea-Strasbourg et que c'est un club satellite, etc. Et que Rosenior a de très bons résultats. Mais pour moi, c'est vraiment ce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie que Liam Rosenior quitte son travail actuel avec Strasbourg et cette Conférence League où Strasbourg ont de bons résultats, que ça perturbe tout le travail de Strasbourg, que ça perturbe le travail de Strasbourg pour qualifier en potentiel Ligue Europa la saison prochaine, voire Ligue des Champions, etc. avec la Ligue 1 qu'on connaît, que ça peut tout changer. D'avoir Chelsea perturbé aussi, et d'avoir Guardiola avec City jusqu'à fin de saison et Maresca qui arrive. Et je vois qu'on a un petit commentaire de Alina James 08. Malheureusement, mes écouteurs sont cassés aujourd'hui à cause de mon plat turbulent. Je ne peux donc pas vous entendre, ce serait super si vous pouviez me répondre par chat. Ben, pas de problème. Oui, c'est une possibilité. Je réponds à tout le monde, que ce soit par chat, que ce soit tout simplement par voix ou par chat. Voilà, hop, je réponds à mon chat en même temps. N'hésitez pas, je le rappelle pour ceux qui regarderont la vidéo en rediffusion ou sur YouTube, à venir regarder les lives sur Twitch, sur un Tugafor. C'est un par semaine. On a un épisode tous les lundis. Et là, aujourd'hui, petit épisode spécial pour la nouvelle année. Et puis pour parler de cette belle canne et de ses phases et de tableaux éliminatoires. Voilà. Alors que je veux ton avis trop sur ce sujet-là. Après, on regardera un petit peu de commentaires et de mercato, quelques dossiers, puis on parlera de la Coupe du Monde 2026 avant de se quitter et que ça part sur Euh... YouTube. Ouais, Maresca, pour moi, il doit pas partir maintenant. Ça casserait le rythme un peu quand même. Et surtout qu'on est Et en plein milieu de saison. Guardiola, bah ouais, il a fait son temps, hein. Il a fait son temps. Ouais, mais il finira la saison avec City. Je vois pas Guardiola Ouais, partir non, comme il ça va de finir la saison, je City. pense. Non, non, non. Il va finir la saison. Après, pour toi, il va entraîner qui? Va-t-il se reposer? Va-t-il? Et là, les pronostics sont bons. L'Espagne pour moi. L'Espagne? Ouais. Pour moi, en Espagne, sous Guardiola, les Lamine Yamal et tout, c'est.
peut être pas mal. Mais est-ce que, et là je vais aller un peu plus loin, imagine, il veut re-entraîner une équipe. Et on sait son lien avec le Bayern. Bon, Et si le Bayern ne vont pas chercher un résultat, pour moi le Bayern c'est une des trois équipes à surveiller, je l'ai dit avec Arsenal et le PSG sur cette saison pour cette Ligue des Champions, c'est mes trois favoris. Mais si le Bayern ne vont pas chercher cette Ligue des Champions, ils sont décevants, avec l'argent qu'ils ont mis, des Harry Kane, des Olysée, des Luis Diaz, etc., est-ce que le Bayern est capable de virer compagnie, de prendre Guardiola à nouveau, ou potentiellement le Barça, qui il choque en Ligue des Champions, et qu'on sait que Hansi Flick est un peu mal vu en Espagne, est-ce qu'ils peuvent virer Hansi Flick? En même temps, Lewandowski qui part, et on a Guardiola qui arrive, qui prend le pouvoir, qui entraîne Yamal avec le Barça, qui retrouve donc son ancien Barça, et qui essaye de retrouver le football du Barça. Pour toi, c'est quoi vraiment le mieux? Est-ce qu'il se repose? Est-ce qu'il va chercher le Barça ou le Bayern, un des clubs avec qui il a du lien? Ou est-ce qu'il va chercher une sélection comme l'Espagne, l'Angleterre ou le Brésil? une sélection pour moi. Sélection aussi, je pense, hein. Et pour toi, le favori, ça serait l'Espagne. Donc tu vois Guardiola, Espagne. Ouais, Donc, l'Espagne, il sort Luis de la Fuente. ouais. Pour moi, c'est pas un coach Après de la Coupe fou. du Monde, Ouais, pour moi. même si la Coupe du Monde est remportée par l'Espagne. Ouais, Donc, admettons, l'Espagne gagne la Coupe du Monde 2026. Luis de la Fuente, il fait quoi? La fédération espagnole, elle fait quoi? Elle vire Luis de la Fuente, elle change tout, alors qu'elle vient de remporter la Coupe du Monde. Et du coup, elle vire Luis de la Fuente pour Guardiola, pour changer de football. Ça fait fort quand même. Ou est-ce que Luis de la Fuente se fait un petit dessous de table avec la fédération, un petit arrangement, où tiens, il se dit, vas-y, moi j'ai gagné la Coupe du Monde, je me casse, je vous laisse machin, je peux pas faire mieux, et je vous laisse avec Guardiola. non, ouais, moi je pense même s'il gagne, si il peut prendre l'Espagne en vrai. Hum, Compliqué quand même. Moi, je vois si une équipe choque. Et je vois pas l'Espagne choquer cette Coupe du Monde. Donc j'aurais plus vu l'Angleterre. Et un Guardiola qui remplace actuellement Tourelle, qui a remplacé lui-même Southgate. Et pour moi, l'Angleterre, il y aura peut-être un couac. C'est pour moi une équipe qui a plus potentiellement un couac que l'Espagne sur la prochaine Coupe du Monde. Même si pour moi, c'est mes favoris, hein. Moi je vois plus un Guardiola en Espagne qu'en Angleterre. Ouais. Mais il a vécu longtemps là quand même en Angleterre. Ouais, mais c'est plus son C'est ADN, un je pense. sujet tellement intéressant. Ça mériterait une vidéo à part et tout. On verra ce qui se passe hein, si on a des chaises musicales. Donc tu vois Maresca entraîner City, Guardiola partir, ne pas se reposer malgré Bon, la ça c'est un fatigue et choix de tout. merde pour moi. C'est un choix de Enfin, merde. pas un choix de merde, mais Maresca est un bon Maresca entraîneur. City. C'est un bon Ouah, entraîneur. Il a été décrié, mais il a fait des bons résultats précédemment avec un son bon ancien club. entraîneur, ok, mais Il est arrivé à Chelsea, il a gagné une Coupe du Monde des clubs, il a gagné une Conference League. Et là, ils sont qualifiés quasiment pour la suite de la Ligue des Champions. Bon, ils seront pas dans le top 8 peut-être, hein. Et encore, c'est jouable hein, sur les deux dernières journées. Ils ont battu 3-0 le Barça. Ça peut être, voilà, Guardiola qui en a marre. On les compare un peu là-bas en Angleterre. On sait que les deux ont un football qu'ils essayent un peu de comparer et tout, même s'ils sont pas du tout comparables. Mais ouais, les chaises musicales, moi j'y crois. Mais ce que je trouverais ridicule, et moi pour moi, ok, ça se fait, mais ils devraient garder leurs entraîneurs jusqu'en fin de saison. En mode Chelsea garde Maresca, mais Maresca part et a son contact avec City. City fait la fin de saison avec Guardiola, Guardiola part pour une sélection après 2026, après la Coupe du Monde. Il reprendra un projet en 2027 ou quoi que ce soit, une équipe qui serait en difficulté. Et après, à Chelsea, que le meilleur gagne, qu'ils vont chercher un entraîneur le meilleur possible. Mais ça me ferait chier qu'ils prennent Liam Rosenior là comme ça en plein milieu de saison, que ça perturbe Strasbourg en plein milieu de saison, que même Chelsea et les joueurs doivent se faire un nouveau football avec un nouvel entraîneur alors qu'ils sont en Ligue des Champions et tout, et que ça tronque les compétitions en fait. Et moi c'est ça que j'aurais du mal. Pour moi, tu prends un entraîneur au début d'année, tu dois essayer d'aller le plus loin possible, surtout si t'as un gros club, comme Chelsea, City, etc. faut Après, dire ça à Pérez. Perez, il est capable pareil aussi de virer Xabi Alonso et de perturber son club. Il vole bien. Mais c'est un coup de poker ça. C'est un coup de poker parce que tu fais ça, toi tu déglingues ta saison et tu déglingues ton équipe et tu recrées pour la saison prochaine. Mais pour moi, tu dois aller jusqu'au bout de ton entraîneur. Après, s'il vire à Xabi Alonso quand vous êtes éliminé en Ligue des Champions et parce qu'il a été déçu Il du sera résultat, bien avant.
et qu'ensuite il prend un autre entraîneur pour faire une transition, etc., c'est ok. Mais pour Très moi, bien, virer un très entraîneur bien. avec qui tu joues une grande compétition, c'est pas normal. Il sera S'il viré vire avant parce Xabi, que ouais, mais s'il vire, son truc de ouais, mais départ, c'est la Coupe du Monde de je sais pas s'il quoi là, vire Coupe du Xabi Roi là. Alonso, s'il vire Xabi Alonso à la Coupe du Roi, il va prendre qui en plein milieu de saison? Et qui en plein Arbeloa. milieu de saison? Ouais, mais c'est encore, là, c'est un entraîneur de transition. C'est en mode, vas-y, viens faire le taf, on fait un peu des matchs de Ligue des Champions. Si ça se passe merveilleusement bien et que tu vas loin et tout machin, en mode, vas-y, peut-être t'as une chance de rester et on t'aime et vas-y, si tu nous fais gagner des trucs. Ouais, c'est un entraîneur de transition. Et si en mode, vas-y, tu fais une fin de saison pourrie, bah vas-y, dégage, et puis fin de saison prochaine, ils iront chercher je sais pas moi, un Zidane, Ancelotti, il est plus dispo, mais ils iront chercher un Klopp, je sais pas, un Mourinho, je sais pas qui, mais ils iront chercher un gros nom. Surtout s'ils doivent aller chercher des gros joueurs fin d'année prochaine et qu'ils doivent changer de cycle. Et le Real doit changer de cycle. Ils doivent virer peut-être un Vinicius, peut-être faire un petit nettoyage au milieu de terrain et prendre. Là, il y a des rumeurs que j'aime beaucoup, moi. Marguehi en défense centrale au Real Madrid, j'aime beaucoup. Ça rendrait votre défense beaucoup plus Moi, forte. tu dois prendre Marc Guéhi, tu dois prendre Schlotterberg, tu dois prendre Nico Paz, Ouais. tu dois prendre Wharton, tu dois prendre un neuf et Ouais, c'est mais un tout. 9, donc un 9, tu prends un 9 et tu mets Mbappé à gauche. Tu mets Donc tu Mbappé vires à Vini. gauche ou en... Ça pour moi c'est sûr. Et donc tu joues Mbappé en 9 ou sinon tu joues en 4-4-2 avec deux pointes, genre deux attaquants, Mbappé et un autre 9. Ouais, Et tu crois que Mbappé il va accepter ça? ouais. Après un 4-4-2, pourquoi pas, hein. Mais pour moi, ouais, tu dois tout le milieu de Mais je terrain suis assez faire d'accord. refaire. Moi, je suis d'accord pour Nico Paz, qui doit arriver dans le milieu du Real pour mettre de la concurrence. Pour moi, tu dois virer une star. Donc Bellingham, Non, Vinicius, pas Bellingham. Rodrigo. Il doit en avoir un qui saute. Pas Vini, ouais, mais pas Bah Bellingham, alors à mon avis. tu fais sauter Vini, malgré l'amour que Pérez lui porte. Tu mets Mbappé à gauche, ou tu le mets dans une double attaque avec un autre 9. Après, qui serait l'autre 9? Ça, c'est une autre histoire. Euh, Rodrigo, On connaît Rodri- Perez. Rodrigo, je sais pas si tu le gardes, tu gardes pas. On connaît Perez. Il a Et après, toujours dit que s'il vendait Vini, je cherchais Haaland. il va chercher à Londres. Ouais. Ouais, je sais pas. Et Haaland, tu crois qu'il va s'entendre avec Mbappé? Et si tu dois donner un ballon d'or, tu le donnes à qui? À part si la France gagne une Coupe du Monde, que Mbappé va chercher son ballon d'or et que la saison prochaine, t'as Haaland qui arrive et qui va chercher lui-même un ballon d'or et que Mbappé l'aide à jouer, ça, j'y crois pas. Bon, pour moi, Mbappé ne jouera plus jamais pour un autre joueur. Il aidera plus jamais aucun autre joueur. Il va pas servir des Messi. Déjà, Messi Neymar, il avait du mal. Alors tu vas me dire qu'avec Haaland ou un Vinicius ou quoi que ce soit, genre il va. Déjà avec Vinicius, la relation elle se passe mal. On peut me dire oui, ils font des stories, ils font des photos, nanana. En termes de football, pour moi, ça se passe mal. Ils peuvent être amis dans la vie, hein. Mais pour moi, en termes de football, ça se passe mal. Et là, on a Non, complètement ni changé de pour moi, ni sujet parce pas. qu'on n'est plus sur le Maresca, Guardiola, tout ça. Tu m'as emporté sur le Real, espèce d'enfoiré. Mais de toute façon, là, on va en parler. Chabi va bientôt partir. Donc, Bon, on en parlera sur un prochain podcast. Et puis, de toute façon, on veut parler aussi des projections en Ligue des Champions sur la saison prochaine. Est-ce qu'on regarde un peu les rumeurs un peu mercato ou... Parce que là, on parle beaucoup de Chelsea pense à Liam Rosenior, ouais. Direct mercato, ouais. Ça, j'ai vraiment pas envie, hein. Ah, putain. Hmm. Ça parle de Neymar. Laissez-le tranquille où il est. Ah, on va regarder, allez. On va regarder un peu Eurosport, qu'est-ce qu'il nous propose. Les 9 dossiers qui vont animer le mercato hivernal. Salah, Dissassi, Nkunku, Mateta, Diop, Abdelli. Christopher Nkunku à l'AC Milan. Il parle pour quelqu'un. Du Fenerbahçe. Va, reste à Milan. Reste, reste à Milan. Clairement, t'as pas eu ce que tu voulais à Chelsea. Reste à Milan. Le club est à temps de changer. On est en pleine transition à Milan. Pour moi, aller s'embarquer tout de suite à cet âge-là, au Fenerbahçe, c'est avouer que ta carrière est foutue, quoi. Et tu retrouveras plus l'équipe de France avec Fenerbahçe. Voilà. Ensuite, on a comme info. Mohamed Salah à Liverpool. Ouais, on parlait d'un départ et tout, d'une séparation et tout, mais on sait même pas si Arne Slot va rester. Après avoir été écarté et avoir eu des déclarations incendiaires de la part de son entraîneur Arne Slot, est laissé aller à un tour d'honneur pour remercier les fans, un signe qu'il s'agissait là de son dernier match possible. Lui qui ne l'excluait pas, nanana. En coulisses, l'Arabie Saoudite pousse pour le recruter dès le mercato d'hiver. Ça, t'y crois pas?
Tu valides là, cet hiver? Ou tu vois Salah finir la saison avec Liverpool? Et tu vois les deux mettre de l'eau dans leur vin. Moi, je vois bien Salah Je partir vois après la finir CAN. la saison. Moi, je vois bien Salah qui se fait éliminer avec l'Égypte et qui ensuite, après, va discuter avec un club d'Arabie Saoudite et qui va rejoindre l'Arabie Saoudite avant la Coupe du Monde. Et on sait que l'Arabie Saoudite et même le Qatar vont essayer de faire des gros coups avant la Coupe du Monde. Même si c'est. Ils vont continuer dans cette politique-là, je pense. Jean-Philippe Mateta. D'ailleurs, lui qui a un peu une place de numéro 9 à prendre en équipe de France, hein, qui a un peu un second rôle à prendre, un peu le rôle de Giroud qui a pris sa retraite. L'attaquant de 28 ans qui est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont l'AC Milan. Bon, virer Mateta, virer Nkunku pour prendre Mateta, je sais pas. Il fait du bien, c'est un bon attaquant de pivot, il met des têtes, il met des beaux buts. Il est intéressant avec Palace. Moi, je le vois quand même rester en PL. Mateta, Pas ouais. t- Ouais, j'ai pas trop d'avis sur la question. Ah, l'AC Milan, je sais pas, je vois que ça matcherait pas pour moi. Il mettrait ses buts, hein, mais ça matcherait pas. Axel Disasi, oula. Axel Disasi, pardon. Chelsea, mis à l'écart de Chelsea. Ouais, sans aucun doute une porte de sortie cet hiver. L'ancien défenseur de Reims et de Monaco serait notamment dans le viseur de l'Olympique lyonnais. Mais son nom revient également avec insistance en Italie où l'AS Roma aurait déjà effectué une approche. Alors ça c'est intéressant, sujet intéressant. Disasi, Chelsea ou Rome? Chelsea ou Rome. Lyon ou Rome. Deux équipes qui sont d'ailleurs dans le top 3 d'Europa League et qui sont des favoris pour gagner l'Europa League. Lyon qui fait un mercato intéressant avec l'arrivée d'Hendrick hein, du Real Madrid. Et on sait le lien entre Lyon et le Real, avec d'ailleurs des liens notamment dans le passé comme Karim Benzema, Mariano Diaz qui avait dépanné aussi, etc. Donc pour toi, un retour en Ligue 1 après avoir connu des expériences à Reims-Monaco ou aller chercher une troisième expérience dans un troisième championnat différent en Italie où tu as des très grands défenseurs, etc., qui ont fait leur minute là-bas. Est-ce qu'il doit quitter Chelsea pour aller dans un de ces deux clubs ou est-ce qu'il doit forcer rester à Chelsea et attendre le nouvel entraîneur. Peut-être un Liam Rosenior qui pourrait le relancer, ou un nouvel entraîneur si on a vraiment le départ de Maresca, comme dit dans Il le doit sujet partir précédent. pour moi. Ça va partir. De toute Ouais. façon, on le verra pas en équipe de France, je pense. Avec c'est bouché. Il y a du Saliba, il y a du Upamecano, il y a du Konaté, il y a voilà. Pour moi, Disasi en équipe de France, c'est compliqué. Mais il doit partir, je pense, de Chelsea. Après, ça parle de Sofiane Diop. Mhm. L'arrivée de Claude Puel à la place de Hez. Sofiane Diop qui était un des hommes de Hez. Est-ce qu'il peut partir potentiellement? Peut-être un Olympique de Marseille qui serait sur lui pour sa polyvalence. De Zerbi qui a l'air d'aimer le profil. Partir de Nice à Marseille. Pour le joueur, c'est oui. Pour Nice, c'est oui. Pour l'Olympique de Marseille, je suis un peu moins sûr. Est-ce que c'est vraiment un besoin pour l'Olympique de Marseille d'aller chercher un Sofiane Diop? Je suis pas convaincu. Non. Marc Guehi. Alors là, on a deux sujets. On va clôturer un peu la phase mercato sur cet épisode-là. Après, on parlera un petit peu de la Coupe du Monde et puis on finira ce podcast. Mais du coup, on a deux sujets intéressants. Marc Guehi, comme je l'avais dit précédemment, qui est un des gros défenseurs à aller chercher. Et on sait qu'il y a des gros clubs. Là, on cite notamment le Real Madrid qui sont favoris pour l'avoir et il a donné sa préférence pour le Real Madrid. Il a dit que c'était son rêve d'aller au Real Madrid. Il y a le Bayern aussi qui sont en quête d'un défenseur et on sait que ça leur ferait du bien. S'ils prolongent ou pas Mécano, un Margui ou pas Mécano, ça peut être monstrueux. Et on aurait un Bayern Munich qui serait très 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 fort pour les saisons comment dire, à venir. Fiti serait sur le joueur aussi. Fiti qui a l'air moins attractif ces dernières années. Ça, c'est un avis. Et le Barça, bon, Barça, je vois pas comment ils peuvent attirer un Margui, honnêtement. Après, j'ai rien à voir, Euh, mais Henrik à Lyon, c'est fort. ouais, à voir, à voir. Pour moi, c'est Palace qui fort. aurait refusé une offre de 40 millions de la part de Liverpool. Bon, ça se fera à 50-60 avec un autre club. Mais pour moi, j'espère le Real Madrid pour lui. Même pour le Real. Ce serait un très bon défenseur pour le Real Madrid. Sergio Ramos qui serait libre de tout contrat, ça j'ai vu la rumeur. Donc il est parti à l'été 2023 du PSG. Donc on sait qu'il est parti à Monterrey en Amérique du Sud, au Mexique. Lui qui a été auteur de 4 buts, qui a 39 ans, il aurait une multitude d'offres concrètes pour son nom, hein, d'ailleurs, on va pas se mentir, l'ancien champion du monde de 2010, aurait en effet des contacts avec des clubs anglais, italiens, français, turcs, portugais et espagnols. En fait, le monde entier, quoi. Et si on écoute ces journalistes, le monde. Et donc, il serait libre. Donc, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de machin, il y a juste le salaire du joueur. Bon, alors, on me dit français. Qui irait chercher un Sergio Ramos? Le Paris FC, j'ai vu une rumeur Paris FC. Et ça, ce serait pas déconnant. Sergio Ramos qui retourne à Paris.
Mais chez le rival, le Paris FC, eux qui cherchent à faire des gros noms pour attirer, etc., ça serait pas déconnant. Donc c'est pour moi le seul club français où c'est valide. Turc, bon, les Fenerbahçe, les Galatasaray, on connaît. Des Antalyaspor, etc. On sait pas, tu vois, des petits trucs comme ça. Portugais, à part Porto, je vois pas Benfica le faire. Quoique, il y a Pepe qui est son meilleur ami, qui on sait la charnière centrale que ça a été, et que ça a été la meilleure peut-être charnière centrale sur les, sur les 20 dernières années, voire peut-être même du siècle du football. Hein. Pepe et Ramos, c'était incroyable, les deux assassins ensemble, les deux mercenaires. Ouais. Mais Portugais, ouais, Porto, Benfica. Espagnol, un retour en Espagne, à part dans un petit club, il ne retournera pas au Real, les autres clubs, il ira pas. Séville, ouais, pour finir, à Séville, je sais pas, mais je vois non, je vois pas. Pour moi, peut-être le Portugal ou la Turquie, ça serait con. Et en France, Paris FC. En vrai, Paris FC, j'aimerais bien un petit retour de Ramos sur Paris FC. Est-ce que, bon, Abdelli de Angers, Marc-André Ter Stegen. Après 423 matchs avec le club catalan du FC Barça, l'Allemand qui a vu le Barça recruter Johan Garcia, qui est venu de Rérone, hein, je crois. Et puis Szczęsny qui a suivi juste après. De Hein. l'espagnol. L'Espagnol Barça? Garcia? De gardien? Ouais. Espagnol. Ah ouais? Ok. Donc l'Espagnol Barcelone. Et ensuite qui a vu Szczęsny arriver avec la blessure, qui est actuellement numéro 3. Côté vers la sortie, l'ancien portier de Mönchengladbach s'est blessé au dos avant la fin de ce mercato, empêchant une vente ou un prêt cet hiver. La question va de nouveau se poser pour Marc-André Ter Stegen, qui a seulement participé au 16e de finale de la Coupe du Roi contre Guadalajara 2-0 depuis le début de cette saison. Ainsi, Gérone, à la lutte pour le maintien en Liga, pousse pour obtenir un prêt. Le Beşiktaş aimerait aussi le récupérer, le portier de 33 ans. 33 ans, c'est pas vieux pour un gardien. On a vu des Buffon à 36-37 ans, ou un Neuer qui est vieillissant et tout. On sait que c'est un bon gardien dans l'ensemble, s'il se remet de ses blessures et tout. Bon, au Barça, ça a l'air de sentir pas bon, et on voit que Szczęsny et Johan Garcia ont été recrutés pour Un ça. petit Ter Stegen au PSG, quoi. Non, jamais d'avis. Jamais de la vie. On a Lucas Chevalier, on a Safonov, on a le petit jeune Renato Marine, jamais de la vie. Je prends pas, moi. Je ne vote pas. Mais peut-être en première ligue, ou peut-être quelque chose comme ça. Et on va clôturer cet petit épisode Mercato sur ce podcast comme ça. On a parlé un petit peu, petite demi-heure de Mercato. Et on va parler un petit peu de la Coupe du Monde de 2026. Bien sûr, il y aura un podcast dédié que à cette Coupe du Monde. Et quand on va arriver avant la compétition, on va parler encore de cette compétition. Et quand on sera dans la compétition, on va en parler aussi. Et on va débriefer certains matchs. Et on va parler de la compétition avec nos pronostics, etc. Donc à suivre cet été, où on sera dessus. Hein, et les podcasts seront essentiellement sur la Coupe du Monde 2026. Enfin, donc, pour le moment, on ne connaît pas encore tous les groupes. On voit qu'il y a encore 4, 5 équipes à se qualifier hein, avec les barrages UEFA et notamment un barrage international ici. Donc, on verra les derniers arrivants de ces compétitions. Hein. Pour le moment, on se connaît la plupart des équipes. On voit qu'il y a des groupes qui sont déjà pleins, comme le groupe C, comme le groupe E, comme le groupe L, comme le groupe U, comme le groupe V, comme le groupe H, et potentiellement le groupe I aussi bientôt. On va connaître son adversaire. Donc là, actuellement, surtout, c'est qualifié. On va parler que des groupes pleins pour le moment. On va commencer par le groupe du Brésil, du Maroc, de Haïti et de l'Écosse. Groupe C, groupe généreux, j'ai envie de dire. Et pour moi, il y a une vraie démarcation, encore une fois. Hein. Trois grosses équipes. Haïti, qui est le petit poussé, qui a fait une qualification historique, qui vont être là. Mais honnêtement, bon, il va y avoir normalement 3 qualifiés par groupe, hein, quasiment, pour avoir la suite de la compétition. Donc un petit Brésil-Maroc-Écosse qualifié, ça me choquerait pas du tout. Et le Brésil-Maroc seront les deux premiers, je pense. L'Écosse peuvent porter une petite surprise avec porté par un Scott McTominay, un Rodgers de Aston Villa, etc. Mais ça va être un McGinn aussi. Mais ça va être compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Brésil-Maroc. Brésil-Maroc, compliqué quand même, hein. Hmm. Parce L'Écosse, que moi, pour moi, le Brésil d'Ancelotti, c'est pas dégueu. bon, le Brésil-Maroc, c'est les deux premiers, c'est tout. Ouais. Groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, puis l'équipe barrage, on va pas se mentir, c'est le groupe le plus faible. Le groupe D, je pense que toutes les autres équipes autour
vont jouer ce groupe. Et les États-Unis, bon, ils ont une chance de se qualifier. L'Australie qui a été intéressant sur la dernière Coupe du Monde avec dans le groupe de la France. Potentiellement, le Paraguay, je vois pas, je connais pas assez, mais ça peut être une petite surprise à découvrir, porté par Almiron, un joueur de Newcastle. Et puis l'équipe barragiste, en vrai, que ça soit la Turquie, que ça soit la Slovaquie. Slovaquie, non, ils ont qui la Slovaquie? Ils ont Oblak. La Ouais, Slovénie, c'est Sesko. La Roumanie, on a déjà vu des petites surprises de leur part. Bon, la Turquie devrait logiquement se qualifier dans ce groupe-là. Et si la Turquie est là, Turquie, États-Unis, voire Turquie, Paraguay, ça me choquerait pas. Groupe E, Allemagne, Curaçao, Équateur, Côte d'Ivoire. Là, les Allemands, je pense pas qu'ils vont se faire éliminer de cette Coupe du Monde. Là, ils vont passer. L'Équateur, peut-être une belle surprise. Euh, la Côte d'Ivoire à voir aussi leur CAN. Mais Allemagne-Côte d'Ivoire, allez. Comme ça, un peu pêle-mêle. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie. Et puis potentiellement la Suède, l'Ukraine, la Pologne ou l'Albanie. Ça va être un groupe très intéressant ça. Ça risque d'être à la fin un des groupes les plus relevés. J'aime bien le Japon. Les Pays-Bas sont très forts donc ils devraient se qualifier. Tunisie peut-être troisième et à voir qui est le quatrième. Euh, Potentiellement une surprise dans ce groupe-là. J'aimerais bien Pays-Bas-Japon qui se qualifie dans ce groupe F. Groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Bon, la Belgique et l'Égypte devraient s'en sortir. Voilà. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Bon, les deux favoris, Espagne et Uruguay. Peut-être potentiellement une qualif en troisième position pour l'Arabie Saoudite. Groupe I, groupe de la France. Bon, on n'a pas encore le dernier adversaire, mais avec le Sénégal et la Norvège, ça risque d'être très intéressant. On a potentiellement le Suriname, le Ghana, je crois. Non, la Bolivie, pardon. Oula, rien à voir. Bolivie, Suriname et l'Irak, qui sont les barragistes, hein. Groupe J, avec l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche, la Jordanie. Alors là, ça va être un groupe intéressant. L'Argentine qui devrait se sortir largement en première place. L'Algérie qui peut être la belle surprise et qui, on verra aussi à la suite de cette CAN. L'Autriche qui serait le troisième ou potentiellement le deuxième. Ça se jouera entre Autriche et Algérie. Donc c'est vraiment le match à gagner pour l'Algérie entre Algérie et Autriche. Et le groupe K, bon, on n'a pas encore tout. Groupe du Portugal qui sont un peu favoris avec la Colombie, hein. On verra qui s'en sort. Peut-être le Congo, que ça peut être une belle surprise. La Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Donc, pourquoi pas un Portugal, Congo, Ouzbékistan, Colombie. Ça ferait des petits matchs intéressants. Portugal-Colombie, voire Portugal-Congo qui sort dans les deux premiers. La Colombie, c'est fort quand même. Et groupe L, groupe compliqué, qui peut être avec des surprises. Le Panama qui a déjà fait des matchs surprises dans les dernières Coupes du Monde, qui vont jouer au football. Le Ghana qui est une équipe, on sait qu'ils ont été comment dire, de manière récurrente lors de les après il y dernières a Coupes du l'Angleterre Monde. et la Croatie quand même. Ouais, mais la Croatie, c'est vieillissant. Lucas Modric, il arrive à 37-38 ans. C'est les deux favoris de ce groupe, bien sûr, au nom. Mais le Ghana peut être une belle surprise. Après, cette Coupe du Monde, pour moi, les phases de poule, ils vont être complètement ridicules parce qu'on va quasiment avoir des trois qualifiés partout. Donc en fait, on va avoir que les quatrièmes, ils vont se faire éliminer. Donc ça va être. Mais ça va être une belle Coupe du Monde, j'espère. Il va y avoir beaucoup de foot et beaucoup de choses à dire, puis beaucoup de débriefs. Donc on verra. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette Coupe du Monde avant qu'on arrête le débrief? Que tu veux revenir sur certains sujets, notamment? Bah non, on reviendra un peu quand ça comme on a fait un peu avant quoi. Ouais, un petit Mais peu moins. sinon, j'espère que la France gagne en détente. Même si je pense que ce sera l'Espagne. Là, pour le moment, moi, mes favoris, c'est Espagne, Angleterre, Portugal. Outsider, Pays-Bas, Allemagne, Brésil, Maroc, Argentine, on est obligé de les mettre dans les outsiders aussi. Puis on verra les hommes en forme, on verra s'il n'y a pas de grosses blessures avant cette Coupe du Monde, et puis on verra un peu les forces et les faiblesses avant, et puis en façon on va en reparler dans les prochains podcasts. Il y aura des podcasts qui sont dédiés à la Coupe du Monde, et des vidéos aussi YouTube à retrouver sur la chaîne Just Alex où on va parler de chaque équipe. Peut-être que tu seras avec moi, peut-être que tu seras pas là, je ne sais pas, Astro. Mais on parlera d'équipe après équipe. On fera une vidéo sur l'équipe de France, on fera une vidéo sur quasiment chaque équipe qui sera présente. On parlera des 11 joueurs, d'un peu des titulaires, on parlera un peu des sélectionnés, on parlera un peu des derniers matchs. On verra un peu les forces, les faiblesses, et puis on fera des petites vidéos sur les favoris, etc. aussi. Puis on parlera de chaque équipe, potentiellement.
Et on fera des vidéos sur tout le monde, hein, si on a le temps. De toute façon, on a à peu près 6 mois là, avant le début de la compétition. Donc voilà. C'était un dernier mot pour la fin. Et tu veux revenir sur un sujet de la CAN, sur un sujet Hmm, de Mercato, si tu non, veux on a parler du tout dit, hein. Real, si tu veux parler de la Coupe du Monde, je ne sais pas. Non, on a tout dit, je trouve. On a tout dit. Ouais. Bon, les amis de la noche. Je remercie à tous ceux qui sont passés sur le live. C'est quelque chose qui me touche particulièrement moi en tant qu'amoureux de football. Là, on s'est fait un petit podcast, c'est le troisième épisode sur cette chaîne où mon ami Astro et moi on parle de football. On va parler de la Ligue des Champions, on va parler de la Coupe du Monde, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler du Real Madrid parce que voilà, je suis un fan du PSG, c'est un fan du Real Madrid bien sûr. Donc c'est un peu les deux choses qui sont un peu récurrentes dans nos podcasts. On va parler aussi du football en général, que ce soit la CAN, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Donc si vous aimez le football, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Just Alex, à venir sur les lives tous les lundis. Il y aura un podcast football à partir de 19 h minimum. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver les podcasts, à venir sur la chaîne Twitch et à aller dans comment dire, dans la catégorie Just Chatting où vous avez tous les podcasts de football et les podcasts où on se parle comme ça, vous et moi, hein, par rapport au chat, avec des débats où on va parler de plein de choses. Il y aura pas que des débats football, il y aura des débats de vie, on aura des débats sur des séries, sur des films, on va parler de tout en général. Donc n'hésitez pas à venir si vous aimez parler, si vous aimez discuter, si vous avez un petit peu de temps. Et voilà, pour les amoureux de football, vous avez votre rendez-vous tous les lundis 19 h. Et sur les semaines de Ligue des Champions, il y en aura sûrement deux épisodes, un avant les matchs, un après les matchs. Et puis là, on est sur un peu sur des podcasts un peu spéciaux parce qu'il y a la CAN et ça sera un peu la même chose pour la Ligue des Champions. Et puis si l'actualité est chaude, des mercatos, des transferts, etc., on n'hésite pas à en parler. Donc si vous aimez le football, n'hésitez pas, c'est le rendez-vous. Lundi 19 h sur la chaîne Twitch Intugafort ou à retrouver tout ce qui est en rediffusion dans la catégorie Just Chatting sur la chaîne ou sur Just Alex hein, pour les podcasts qui seront transmis sur YouTube. Et si vous aimez, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire sur YouTube ou à tout simplement vous abonner à une des deux chaînes, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Le mieux, c'est de faire les deux parce que ça apporte du soutien, les commentaires pour le référencement, et puis n'hésitez pas à venir parler. On sera là pour vous accueillir. Et voilà, encore une fois, une joyeuse fête, une bonne nouvelle année à tous. Que vos résolutions et vos souhaits se réalisent pour cette longue et belle année, je l'espère pour vous. Surtout, le plus important, la santé pour vous et vos proches. Et puis ensuite, de vous réaliser dans la vie personnelle, professionnelle, de faire de l'argent et puis d'aimer le football surtout, hein, et de regarder le plus de matchs possible et de se régaler en voyant des joueurs faire des actions spectaculaires. Voilà, cher ami, on se laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite encore une bonne fête de fin d'année et une bonne année 2026. Ciao, bye bye. La bise. Bye.